Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alex Fizeta, si vous êtes bien sur le canal 307. Surtout ne bougez pas car aujourd'hui on va échanger notamment en parlant de politique. Politique, on va parler du parti historique au Cameroun. On parle de l'UPC. L'UPC justement qui a fait ses preuves. L'UPC qui n'arrête pas de faire parler de lui. Et aujourd'hui on a invité un invité spécial, un plénipotentiaire de l'UPC. Bon, avant de commencer, déjà nous allons présenter déjà l'invité et entre autres, nous allons prendre la première phase. Comme je vous disais d'entame, surtout ne bougez pas car aujourd'hui on va parler de politique. La politique, c'est ça qui réjouit peut-être nos activités. Alors sans plus tarder, nous allons présenter notre invité qui n'est autre que Monsieur Sylvestre Lebel Niek Niek. Bonsoir Monsieur Sylvestre Lebel Niek Niek. Madame, pareil, bonsoir et merci pour cette autre invitation. Ah ben c'est moi qui vous remercie énormément. On sait que vous avez l'habitude de passer ici en télévision, mais ceux qui ne vous connaissent pas peut-être aujourd'hui, qui vous regardent d'ailleurs peut-être de 10 pays, aimeraient bien savoir qui est face à nous aujourd'hui. Qui est Monsieur Sylvestre Niek Niek? Madame, c'est très difficile de se présenter soi-même. Non, ben, vous me soumettez à une pinsomme. Vous savez, la pinsomme, c'était la punition que les rois égyptiens infligeaient à leurs sujets lorsqu'ils commettaient une gaffe. Sans avoir commis une gaffe, je suppose que vous m'avez soumis une pinsomme et à laquelle je voudrais bien me soumettre. Soumettez-vous, monsieur. On sait que vous avez plusieurs casquettes, diplômé de HEC Paris, SG par intérim de l'UPC. On va y arriver, on va revenir, chef d'entreprise. On sait aussi que vous êtes expert en analyse des politiques économiques, expert en économie forestière. C'est bien beau, toutes ces casquettes, mais on aimerait bien savoir, selon votre définition, qui est monsieur Sylvestre Niek Niek face à la caméra? Je suis un Camerounais parmi tant d'autres qui a fait les études comme la plupart des Camerounais, qui a eu la chance d'être à un moment donné là où les autres Camerounais n'ont pas été, c'est-à-dire a eu la chance de travailler à l'international, de venir au Cameroun de travailler. Je vais passer des entreprises parce que ça va faire objet, je ne vais pas passer au service commercial. Et je suis surtout un républicain qui aime son pays. Je suis un militant de l'UPC depuis 1991 et je suis quelqu'un qui se soumet très rapidement à la critique lorsqu'il prend la parole, parce qu'il estime qu'il n'est qu'un être humain, ordinaire d'ailleurs, et que lorsqu'il prend la parole, en face, il devrait avoir des gens qui critiquent ce qu'il dit, mais également qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est pour ça que je me suis soumis à cette émission, de manière qu'on puisse apporter à l'opinion publique internationale, mais également nationale, les rudiments de la compréhension de la situation politique de l'UPC, mais également de la nation, et si vous voulez bien à l'international. D'accord. Je suis sûr que je ne vous ai pas cette en termes de présentation, mais si vous allez dans Google, vous allez bien savoir ce que M. Niek est, au-delà de ce qu'il veut bien dire. Le moi étant haïssable, je préfère laisser les autres parler de moi et je refuse de parler de moi-même. On n'a pas de narcissisme sur le plateau. Alors là, on va commencer avec la première préoccupation. Alors, on parle de l'actualité internationale. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, le panier de la ménagère, il est assez quand même fluctuant, entre autres avec l'augmentation des prix. On a parlé déjà du conflit Ukraine-Russie. C'est vrai que les médias internationaux ont beaucoup plus collé ce désavantage, notamment dans le volet économique. On a parlé du blé, de l'essence, du gaz, entre autres. Selon vous, c'est quoi cette montée peut-être de la vie chère dans le monde et beaucoup plus au Cameroun? Vous, en tant que leader d'opinion, donnez-nous un peu votre avis. Madame Baye, il faut dire que en 2014, c'est-à-dire il y a 8 ans, le parti au sein duquel je milite avait saisi le président de la République pour lui dire le Cameroun va mal. En tant que parti avant-gardiste, il faut que les Camerounais s'arrêtent et parlent entre eux afin que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Le demain, c'est sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les plans. Maintenant, la crise ukrainienne n'est que ce que l'on appelle en économie un coefficient multiplicateur de ce qui s'appelait crise avant. Lorsque vous avez un choix économique qui est complètement extraverti, c'est-à-dire où vous importez pratiquement tout ce que vous consommez, il va sans dire que lorsque les prix internationaux fluctuent, vous êtes atteint de plein fouet. Maintenant, la crise ukrainienne est arrivée parce que, vous savez, dans l'alimentation des Camerounais et même des Africains,
les produits faits à base de blé représentent au moins 20 à 30%. Ce qui fait que lorsque les deux pays qui produisent la moitié du blé mondial, dont la Russie et l'Ukraine, sont en crise, pour le dire ainsi, il va sans dire, la mécanique financière veut que les prix fluctuent. Pour la simple raison que dès lors qu'il y a guerre, il y a des barrages qui sont faits et je peux dire ainsi, le fret maritime et aérien coûtant plus cher, les produits vont coûter plus cher. Mais au-delà de ça, lorsque la production de blé mondial est en berne, ça veut dire que soit on produit, on ne peut pas exporter, les prix vont fluctuer et du coup, on va avoir des problèmes. Mais au-delà de ça, depuis pratiquement 7 ans, le président de la République avait choisi de modifier de façon structurelle l'économie du Cameroun. C'est-à-dire, vous savez qu'on sort d'une économie de rente, où, je veux être poli, je ne veux pas dire le colon, mais l'Occident impérialiste a imposé de façon très démocratique aux pays africains d'être les pays qui fournissent la matière première afin que la matière manufacturée revienne chez nous. Et du coup, on était une économie de rente, c'est-à-dire on produit pour les autres qui transforment. Depuis 7 ans, le président de la République, Paul Biya, a choisi de modifier de façon sur l'économie du Cameroun, de passer de l'économie de rente à une économie de transformation. C'est-à-dire celle-là qui produit ces matières premières, les transforme pour créer une plus-value, mais plus d'emplois, plus de richesse. Malheureusement, une décision ne suffit pas pour que l'économie se meuve. Nous n'avons pas suivi. Quand je dis nous, les acteurs économiques, on n'a pas suivi, parce qu'on gagne plus d'argent à faire le buy and sell, ce que j'appelle importer et vendre. Non, c'est vrai. Et lorsque vous voulez produire, lorsque vous voulez transformer, il y a des études qu'il faut faire, ça coûte un coût. Il y a des surcoûts. Et l'homme d'affaires en général va vers là où il gagne plus facilement de l'argent. Et malheureusement, le pays est resté en arrière. Et voilà la situation. Maintenant, la crise ukrainienne ne vient qu'accélérer ce qu'on savait avant. Ce processus. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on a justement cette montée des prix. Que pensez-vous qu'on puisse avoir comme solution venant de vous qui êtes expert en économie aujourd'hui pour peut-être pallier à ce désagrément? Il y a 2 ou 3 solutions. La première chose, l'État l'a déjà faite. C'est-à-dire que permettre à ceux qui importent les produits de consommation courante à les produire localement. C'est pour ça que depuis 7 ans, le gouvernement camerounais a permis aux importateurs des produits de consommation de les produire localement. Lorsqu'on l'a fait, il y a plusieurs formes de subventions. On fait des facilités, je peux dire fiscales et autres, des accompagnements. Malheureusement, les gens n'ont pas suivi. Et il y a ce que nous on appelle à l'UPC la socialisation inverse. Lorsque les gens sont mus par un instinct de gain facile, de gain rapide et de gain absolu, sans tenir compte du fait que les populations vivent la misère ou non, on se retrouve là où, même lorsqu'on importe des choses, lorsqu'on se rend compte que en spéculant, c'est-à-dire on stocke un peu les produits, on les vend pour créer la pénurie. Vous savez, la pénurie a l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon le quoi on se trouve, de créer une façon de prix. Donc les gens ont stocké. Vous savez bien aujourd'hui, le riz qui est importé, le blé qui est importé et tout ça. Lorsque c'est stocké même pendant 30 jours, les prix vont fluctuer et on va gagner plus d'argent. Donc aujourd'hui, l'État, qui devrait être dans son rôle régalien d'organe de régulation de l'économie normale, doit prendre, je peux dire, le taureau par les cornes. Mais l'État ne suffit pas. Il faudra que les Camerounais sachent qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent pour être riche. Parce que la richesse, c'est d'abord un état d'esprit. Lorsque vous gagnez de l'argent dans un environnement qui n'est pas sain, il va sans dire que vous pouvez avoir de l'argent et quand on vous agresse... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En Afrique, ça veut dire que l'état d'esprit des Africains, des Camerounais, ne sied pas peut-être dans ce condensé d'évolution sur le plan économique? Non, je dis ceci. Je vous ai fait un schéma économique. Importer et revendre, ce qu'on appelle le buy and sell chez nous. Ça veut dire que vous travaillez avec l'argent des acheteurs et les produits des producteurs. Donc vous ne dépensez pas grand-chose. Vous pouvez avoir un téléphone portable, comme il y en a aujourd'hui. Vous jouez sur les marchés financiers. Mais lorsqu'il faut effectivement transformer, il faut investir. Investir suppose des études qui ont un coût, suppose la technologie qui a un coût et autres. Oui. Alors on fait un choix. Lorsqu'on est nationaliste comme nous, on dit, il vaut mieux investir aujourd'hui pour gagner dans 10 ans, parce qu'on va créer la richesse, de l'emploi et de la plus-value. Ceux qui ne sont pas dans le même concept se disent, pourquoi perdre le temps lorsqu'on peut importer le vendre au bas, et gagner plus d'argent? C'est ça que les questions. Ça veut dire qu'il faut socialiser et resocialiser le peuple autrement, de manière que les hommes d'affaires sachent que dans leur responsabilité sociétale, vous ne pouvez pas être riche dans un environnement de pauvreté.
D'accord. Ça crée absolument de l'insécurité financière. Je prends un exemple, Madame Baye, lorsque vous êtes ici à Info TV, si Info TV est bâti sur un immeuble de 10 étages très luxueux, avec des bidonvilles en contrebas, vous n'allez pas vivre. Du moins, si vous êtes normal, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui ferment leur cœur et leurs yeux, ils continuent à vivre. Mais j'ai dit... C'est un peu ça le capitalisme aussi. Hein? Non. J'ai dit le capitalisme sauvage a disparu. La responsabilité sociale des entreprises veut que on gagne de l'argent, mais avec la première matière première qui est l'homme. Lorsque vous n'avez pas les hommes en santé, les hommes qui peuvent produire, vous ne pouvez pas gagner l'argent pendant longtemps. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce que la matière première de toute production, c'est d'abord l'homme, avant la matière première industrielle. Malheureusement, il se passe que dans le BAM, pardonnez-moi le terme, hein, c'est-à-dire ceux qui importent des produits de nécessité pour revendre, on n'investit presque pas. Parce que rassurez-vous que pour importer le riz, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de la confiance de ceux qui vous donnent le riz et de l'argent de ceux qui l'achètent. Si vous avez un crédit, comme on appelle crédit documentaire, qui va durer 60 jours, dans tous les cas, vous pouvez importer, vendre sans avoir de l'argent. Mais bien en contre, lorsque vous voulez investir, il faudra le temps pour les études, le temps pour trouver l'argent, le temps pour l'investir, le temps pour mouvementer votre affaire de manière que vous puissiez gagner l'argent ou non. Parce qu'effectivement, dans la production et l'industrie, on peut perdre. Et c'est pour ça que je voudrais le dire, ce n'est pas dans mes habitudes, la décision politique de faire une transformation sur l'économie du Cameroun qui est venue du président, du chef de l'État camerounais, est salutaire. Malheureusement, lorsqu'on est dans le stratégique, on parle de solution. Je finis par là. Oui. Quand on donne la direction, les organes de mise en œuvre, lorsque ça ne marche pas, on a l'impression que vous n'avez rien fait. D'accord. Alors, on parlait de solution. Comment sortir justement de cette crise? Il y a deux façons de sortir de la crise. D'abord, ce qui est mécaniquement faisable, c'est que toutes les crises créent un besoin. Toutes les crises. D'accord. Pendant qu'on produit le blé qu'on ne peut pas exporter en Russie et en Ukraine, il faut se poser la question, qu'est-ce que le Cameroun gagne à produire et à exporter ce que les autres ne produisent plus et qui n'exportent plus? Ça peut ressembler à du cynisme, c'est-à-dire les profiter de la guerre. Mais je voudrais vous rassurer qu'en économie, au-delà des profits, il y a les opportunités économiques. Le Cameroun devrait faire deux choses. La première chose, c'est essayer de produire, parce que la crise nous donne une leçon. Si vous n'arrivez pas à faire l'autosuffisance, il y a 20 ans, on parlait de la révolution verte. Il y a 30 ans, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'on l'a atteint? Il faut produire ce que nous consommons. Et pour plus qu'on consomme, il faut fixer et adresser les politiques de consommation de manière qu'on sache que le Camerounais mange le poisson, il mange le riz, il mange le macabo. Comment faire pour qu'on ne dépende pas totalement dans la consommation journalière des autres? Première chose à faire, c'est une politique économique à mettre en œuvre. La deuxième chose, en termes d'importation, il faut bien, et sur le plan économique, et sur le plan, je peux dire, sociétal, faire que la balance commerciale soit déficitaire au profit, au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on importe un peu plus, un peu moins qu'on exporte. La solution pour le Cameroun, ce serait laquelle? Pour le Cameroun, je dis bien, comme on consomme le blé à travers le pain, à travers les bains et autres, nous avons fait des études qui permettent de savoir que nous pouvons produire de la farine qui soit, disons, un peu hybride. Parce que la farine entièrement manioc ou patate coûte plus cher. Mais si de façon hybride, on va produire une farine qui nous permet de faire le pain qui ne dépend pas entièrement de l'Occident. Je prends un exemple. Au Nigeria, lorsqu'on voulait booster la culture du manioc, on a pris une loi qui dit que les fariniers qui veulent faire la farine de froment doivent impérativement et obligatoirement intégrer dans leur farine 20% de farine de manioc et ou de patate. Ça fait que, en même temps que vous menez une politique de consommation locale, vous possédez une production économique qui permet de créer la richesse. Imaginez-vous un seul instant que si aujourd'hui on dit, je rappelle que si on prouvait que sur un hectare de manioc, on peut produire 400 tonnes. D'accord. Les 400 tonnes produits sans déboucher ne donnent rien. Le manioc pourrit entre Douala et Yaoundé. Mais si on a un débouché sur la fabrication de farine, où on consomme 20% de la farine de manioc, on va créer la richesse avec nos mamans qui produisent le manioc. Ils vont le produire plus, ils vont gagner plus d'argent. Et du coup, on va augmenter la masse monétaire nationale qui permet aux gens, même si les prix fluctuent, parce que je peux dire que pour maîtriser les fluctuations des prix, ce n'est pas seulement du Cameroun, ça peut venir d'ailleurs. Mais lorsque vous allez créer plus d'argent chez vous, vous êtes capable d'affronter. Donc on parle de fluctuation des prix. Absolument, parce que ça ne dépend pas que du Cameroun. D'accord. Il ne suffit pas qu'on prenne des bonnes politiques pour que ça stagne.
Le problème, c'est qu'on crée la richesse de manière, quelle que soit la fluctuation, qu'on soit capable d'affronter je peux dire, les marges du marché. D'accord. Alors, nous allons rester en politique. On sait qu'il y a l'actualité qui a été minée, justement, par quelque part, un peu l'éviction du professeur Charlemagne Messanga Nyamdjin, qui est passé déjà ici à Info Télévision. Qu'avez-vous comme regard face à, justement, cette décision du parti, cette signature du chef de l'État, son Excellence Paul Biya? Je dois dire que si j'avais le choix, c'est un sujet auquel je me serais bien soustrait. D'accord. Mais comme c'est un débat public, qu'un homme politique arrive à vouloir se soustraire ressemble à la lâcheté. D'accord. Je veux dire que lorsqu'on adhère à un parti politique, la première chose, c'est lire les statuts et les règlements intérieurs, les accepter avant d'y adhérer. Maintenant, ça, c'est sur le plan factuel. Mais au-delà du plan factuel, il y a d'autres choses que l'esprit même du parti. Vous savez, je vais peut-être vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire ici. En 92, le ministre Congo Edima m'appelle dans son bureau, il est gouverneur littoral, et me suggère que le président de l'OGRDP national ayant démissionné, qu'il me suggérait de prendre son poste. Je lui dis, mais mon père, parce que comme ça que je l'appelais, comment vais-je faire pour que je prenne la tête d'un mouvement, d'un parti politique auquel je n'ai pas adhéré? Il était très en colère, il estimait que j'avais porté atteinte à l'amour qu'il avait pour moi. Lorsque vous avez adhéré à un parti, il faut en respecter la discipline. La discipline dans un parti politique n'est pas seulement l'obéissance au texte, mais c'est également, je peux dire à la limite, c'est pas mon avis, mais je parle de façon ce qui se passe. C'est l'obéissance aux hommes qui incarnent la discipline du parti. C'est pour ça que mon aîné, le professeur Messanga Nyamdjin, j'estime pour ma part qu'il s'est trompé de parti politique. D'accord. S'il était à l'UPC, il aurait pu faire ce qu'il fait là pendant 100 ans, qu'il n'y aurait pas de problème. Mais lorsque vous êtes militant d'un parti au pouvoir, qui a des intérêts et des acquis à préserver, personne ne peut tolérer que pendant très longtemps, que vous parlez de vos camarades de façon négative tout le temps. Même c'est vrai, par ailleurs. Oui. Parce que je pense que au-delà de la version un peu, le dérive langagier, on a dit que ce qui était vrai. Ah, donc vous êtes d'accord avec ces Non, il ne s'agit pas d'être d'accord ou contre. Je dis, lorsque M. dit que c'est les gars du RDP qui volent, c'est vrai. Lorsqu'ils disent qu'ils gèrent le pays, c'est vrai. Vous ne pouvez pas gérer et qu'on dise qu'on a détourné, c'est vous, c'est vrai. Mais l'autre versant, je prends le cas où il va à un conseil de discipline. Même si c'est complètement illégal, lorsqu'on sort du conseil de discipline, on a le devoir de réserve, on ne s'adresse pas à la presse au sortir du conseil de discipline. Et moi, je pense que pendant l'émission de dimanche passé, j'avais écrit pour dire à la dame qui présente l'émission qu'elle a créé quelque chose qui est inacceptable pour un parti sérieux. Vous ne pouvez pas accepter qu'un parti politique au pouvoir en plus et ces deux militants sur le plateau qui se déchirent en s'appelant pas des noms. Je veux refuser d'en parler ici, mais j'ai écouté des choses que personne ne peut accepter. En ce moment-là, il faut éviter de pousser le chef du parti à choisir entre vous son fils. Ça peut être le fils spirituel, ça peut être le fils. Vous, le fils, et c'est ce qu'il a désigné pour gérer le parti. Si vous le poussez à choisir, pour que le parti résiste et continue à vivre, il vous sacrifie. C'est de ça que Messanga est victime. Bon, maintenant, j'aurais souhaité que Messanga Nyamdjin, qui est un homme très intelligent, observant un temps de répit, mais je suis désolé de constater que malgré l'exclusion, il a continué à parler. Il sait certainement sur quoi il compte. Moi, je l'ai écouté dire sur les antennes de vos télévisions il a dit, je cite, le président me reçoit. J'ai des rapports très serrés avec Mme Chantal Biya. Lorsque vous avez les rapports serrés avec ces gens, n'en parlez jamais. Dès que vous en parlez, vous êtes mort. Parce qu'ils doivent se préserver sans vous. Dans tous les cas, Messanga Nyamdjin n'est qu'un cheveu dans la soupe. Dans la soupe, chez nous, on dit, les principaux condiments, c'est le sel et le piment. Vous mettez pas assez de, comment vous appelez ça, vos condiments verts là, on ne le ressent pas. Messanga Nyamdjin, dans les DPCO, non, c'est un problème de presse. Moi, au sein du parti au pouvoir, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, je voudrais lui souhaiter de ne pas prendre ça autrement que ce qui s'est passé. Il était dans un parti politique. Le respect qu'il doit à ses convictions. Je l'ai entendu dire qu'il est ce biaïsme. Le biaïsme n'est pas... C'est un courant de pensée qui n'est pas un parti politique. En attendant que le biaïsme devienne un parti politique, qu'il veuille bien se mettre en réserve de la République étant pris comme un parti politique, de manière que demain, si le président Biya consent à créer le parti qu'on appelle le biaïsme, je pense qu'il fera appel à lui. Mais dans le cas contraire, le RDP se fera malheureusement sans lui.
Alors, nous allons passer à un autre sujet d'actualité. On parle de qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Il y a quelques jours, on a vu justement les Algériens vouloir demander, je crois que le gouvernement algérien a demandé à refaire le match qui qualifie les Lions indomptables. La note de la FIFA devrait sortir normalement le 21, c'était donc hier. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré le fait que les Camerounais soient qualifiés, il y a toujours un peuple et quelques soutiens qui viennent derrière, peut-être dire, voilà, le Cameroun est certes qualifié, mais avec de la fraude, de frauduleusement. Aujourd'hui, on sait quand même que les Camerounais ont mouillé le maillot. On a vu l'équipe du Cameroun durant la CAN Total Énergie 2021 à Fandena et quelque part aussi à Japoma. Mais que pensez-vous justement de cet acharnement de l'Algérie face aux Lions indomptables? Même c'est le contraire qui m'aurait surpris. Vous savez, moi j'ai regardé les deux matchs. Je l'ai regardé avec les yeux d'un Camerounais, mais également avec les yeux d'un acteur libre. C'est-à-dire qu'en Fandena, ce qui s'est passé, c'est que le Cameroun, à un moment donné, n'a pas compris que le match se joue avant le match et après le match. Et le coach, non, que dis-je, le manager général de Lyon, parce que c'est ça qu'il s'agit, voilà. nous a sorti une maxime extraordinaire. Il dit, lorsque vous ne savez pas que vous êtes en danger, vous l'êtes effectivement. Mais lorsque vous le savez déjà, vous n'êtes plus en danger. Et puis littéralement, ça ressemble à une boutade dont tout le monde peut se moquer. Mais lorsque vous regardez comment l'Algérie a joué, l'Algérie, si vous voyez les dernières minutes du match, l'Algérie a commencé à fêter avant la fin du match. Et nous qui avons... Moi, je suis ancien footballeur. Hein. Ah, d'accord. Le match finit... Je suis ancien footballeur, ancien président de club, je sais de quoi je parle. D'accord. Le match ne finit qu'avec le coup de sifflet final de l'arbitre. Lorsque vous regardez les dernières minutes du match, les Algériens étaient tellement sûrs d'eux. Ils sont surpris du but qui est marqué. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ne reprochent pas l'arbitre sur le deuxième but camerounais marqué. Ils parlent d'autres joueurs. Alors, en ce moment, je leur pose la question. Si ce but n'avait pas été marqué, que vous aviez gagné, on parlerait de quoi? Parce qu'en fait, les Algériens n'ont pas compris que le match n'était pas fini. Ils ont célébré la victoire avant la fin du match. Et malheureusement pour eux, le Cameroun, qui est une équipe qui, on a coutume de le dire, gagne même quelquefois sans manière. D'accord. Donc l'objectif est de gagner. Elle s'est concentrée et a joué la dernière action qui a donné le but. Moi, j'aurais bien voulu voir les Algériens dire que le but n'était pas valide. Ils n'en parlent pas. Ils parlent des actions qui se sont passées bien avant, des histoires qu'on aurait dû à l'arbitre. Je rappelle qu'en termes d'arbitrage et même de la VAR aujourd'hui, l'arbitre central a le choix d'arrêter le match parce qu'on lui a dit ou de le continuer parce que c'est le seul juge, il faut le dire ainsi. Donc, je comprends nos frères algériens, il faut le dire ainsi. Maintenant, vous ne pouvez pas taper un enfant et lui interdire de pleurer. D'accord. Je voudrais pour finir féliciter tous ceux qui ont participé à la victoire des Lions. Ça va du peuple camerounais à l'entraîneur en passant par naturellement le top management de l'Africa Foot et tout ce que le Cameroun, je ne veux pas féliciter tout le monde, mais je dis tout ce que le Cameroun compte comme acteur sportif. Parce que cette fois-ci, j'ai quand même vu une conjonction de tous les acteurs qui disaient il vaut mieux qu'on gagne, on va régler nos problèmes après. Vous savez bien qu'avant la Coupe des Nations, des acteurs politiques avaient promis de boycotter, de tout faire pour qu'il y ait la Coupe des Nations, que ça échoue. Mais je n'ai pas entendu un son de cloche contraire à la victoire lorsqu'on s'est qualifié pour vivement que les Lions aillent le plus loin possible, comme on l'a dit. Évidemment, le souhait que je dois mettre ici, c'est que les choses se passent autrement que d'habitude. Vous savez, la première Coupe des Nations où on n'a pas entendu des cris pour dire les primes, pour pleurer ceci, c'est celle-ci. Je voudrais souhaiter que lorsqu'on va en Coupe du Monde, que ce soit vraiment le même refrain. Oui, justement, on parle d'une gestion un peu réformiste du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, qui aujourd'hui a justement fait montre de son savoir avec la reprise du championnat féminin, le championnat qui a débuté il y a quelques jours déjà, avec justement des joueuses qui gagneront à partir de 500 000 minimum par mois. Et ce championnat va se dérouler à Yaoundé, Douala, Guider, Bafoussa, Bamenda, entre autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette reprise de championnat, et Samuel Eto'o qui a déclaré qu'il a réduit à 85% la corruption à l'Africa Foot, on pourra avoir un nouveau football réluisant? Disons que Samuel Eto'o est à la Telfaco Foot depuis moins de 3 mois. C'est très tôt pour le juger, en bien ou en mal. Moi, tout ce que je peux faire pour le moment, c'est l'encourager à faire ce qu'il a promis de faire. Je voudrais vraiment sortir du champ de ceux qui chantent les louanges, mais également de ceux-là qui pensent qu'ils ne doivent pas réussir. Je dis,
Bon vent à Samuel Eto'o. Le projet footballistique que j'ai lu, le projet sportif globalement que j'ai lu, me semble pertinent. Je voudrais lui souhaiter beaucoup de pertinence et beaucoup de chance dans ce qu'il veut faire. Mais pour qu'il le fasse, il faudra que nous autres Camerounais, qu'on adhère à la vision et à défaut de le soutenir, qu'on le laisse faire. Malheureusement, le Cameroun est un pays de contradictions. Vous allez trouver toujours quelqu'un qui dit ce n'est pas bon. C'est un avis. Mais lorsqu'on a dit que ce n'est pas bon, il faut que ça reste un avis et qu'on ne se mette pas à combattre ce que le Cameroun aime. Parce que Samuel Eto'o est, pour moi, la preuve que ceux qui sont acteurs d'un système peuvent le diriger. C'est ce que je souhaite. Maintenant, juger en bien ou en mal, moins de 3 mois avant, je voudrais, vraiment, permettez-le-moi, ne pas me prêter à ce jeu. Parce que vous savez, les choses peuvent se passer autrement. Moi, je voudrais souhaiter que ça se passe de la meilleure façon qui soit. Si j'avais quelque chose à faire, c'est ce que je ferais. Maintenant, si je peux apporter ma pierre à ce que ça avance très bien, je n'hésiterai pas. Je voudrais interpeller les autres Camerounais qui, quelquefois, je ne vais pas utiliser le terme dur, ne comprennent pas que ce qui nous a dépassé pendant 10 ans puisse être fait par plus jeunes que nous. Samuel Eto'o est bien notre jeune frère. Et je dis, nous, en management, le plus grand mérite d'un leader et d'un manager, c'est de laisser derrière lui une session beaucoup plus facile à gérer que lorsqu'il était là. Le leader normal fabrique des gens qui viennent le dépasser. Je voulais souhaiter que Samuel Eto'o vienne dépasser tout ce que gérait le football avant, sans démettre, sans nier ce que les autres ont fait. Je voulais souhaiter qu'il aille au-delà de ce que tout le monde a fait avant. Pour le bien du football tous que Samuel Eto'o puisse réussir justement à réunir justement tous ses atouts pour le football camerounais. Alors sans plus tarder, nous allons prendre cette rubrique qui concerne la question des internautes. Alors, nous sommes de retour avec la question des internautes. On va accueillir Nadège Huguin. Nadège Huguin, bonjour. Bonsoir, je peux dire. Bonsoir, Odile. Alors, comment tu vas? Ça va. Très belle tenue. Merci. Alors, je te laisse les soins de pouvoir interroger notre invité. Bonsoir, monsieur Nyek, soyez les bienvenus. Madame, bonsoir, merci. Comment vous allez? Très bien. Très belle tenue en passant. Merci. Ok, vous allez vous prêter au jeu de questions proposé par nos internautes. Répondre par oui ou non. Et apprécier ou alors apporter un commentaire. Ah, c'est ça qui est intéressant, parce que oui ou non, ça ressemble aux militaires. Moi, je ne suis pas militaire. Si je dois répondre par oui ou non, ça va être compliqué. Mais comme vous me permettez de faire un commentaire, je vais bien prêter au jeu. D'accord, c'est bon le principe. C'est bon. Monsieur Nyek, êtes-vous un homme à femme? Un homme à femme. Oui ou non? J'aime les femmes, mais j'aime surtout ma femme. D'accord. Maintenant, homme à femme, je mets ça en condition avec homme à homme. La loi camerounaise condamne l'homosexualité. Je peux vous dire que c'est la chose la plus horrible que je puisse vivre de ma vie. Je préfère avoir 1 million de femmes que d'avoir un seul homme. C'est pas si répond à votre question. Que pensez-vous de la polygamie? La polygamie est une affaire d'hommes riches et d'hommes hypocrites. Ça veut dire que l'homme, le polygame, pense qu'il gère les femmes alors que les femmes le gèrent. C'est-à-dire, chaque jour, vous dites à votre femme que c'est vous la meilleure à gauche, c'est vous la meilleure à droite. Vous êtes le plus malheureux. C'est pour ça que j'estime que
un homme, pardonnez-moi le terme, un homme normal, ordinaire, devrait avoir une femme. Mais un homme honnête devrait avoir autant de femmes que son corps peut gérer et que ses moyens lui permettent de gérer. Un homme honnête. Honnête, parce que vous savez, tous les hommes sont polygames, chacun à sa façon. Hein. Je ne connais pas un seul homme qui n'est que sa femme. C'est peut-être trop péremptoire. Mais si je veux être honnête... C'est-à-dire la fidélité n'existe pas chez les hommes? Non, la fidélité chez les hommes n'est pas le fait d'avoir une seule femme. C'est le fait de dire la vérité à chaque femme en son temps. Maintenant, si vous voulez en avoir deux, pour être fidèle avec 5 femmes. Les polygames sont fidèles à leur façon. Mais moi, je dis, la polygamie, c'est dans notre culture. C'est-à-dire, un homme d'une certaine classe sociale a sa cour. La cour est faite de beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Nous autres qui sommes monogames, on sort un peu du principe pour dire on n'a pas les moyens matériels, intellectuels, psychologiques de gérer plusieurs femmes. C'est pour ça qu'on se contente du très peu. Mais quelquefois, même ce très peu nous dépasse. Monsieur Nyagna, qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier les violences faites aux femmes? Vous avez fait un choix de parler seulement des violences faites aux femmes. Je pense que les violences sont d'abord un problème personnel. Lorsqu'on est violent, on est violent. Violent envers les femmes, c'est autre chose. Donc vous pouvez parler spécialement des violences faites aux femmes. L'homme est par essence orgueilleux. Orgueil compris comme pas vantard, mais suffisant, ayant l'amour propre et ayant, je peux dire, étant suffisant. Chez les Africains, la femme fait partie de nos biens. Pardonnez-le-moi, hein, ça peut vous choquer. Chacun défend ses biens. Votre femme, vous savez, ce qui fait que je vois Madame Payen un peu fâchée. Mais chez l'Africain, non, je n'ai pas dit bien matériel, je vous dis. La femme chez l'Africain fait partie de nos biens. Les biens ne sont pas que matériels. Vous, matériel, c'est votre mot. La femme fait partie de nos biens et dès lors, le bien doit être préservé, conservé et protégé. Lorsque vous avez l'impression qu'il y a une atteinte à vos biens, en ce moment, vous avez 2 réactions. Soit attaquer la personne qui porte atteinte à vos biens, soit alors vous en prendre à la femme, lorsque vous avez l'impression que c'est elle qui a prêté le flanc à l'atteinte à vos biens. Maintenant, au-delà de ça, il faut dire que toute violence est néfaste pour la vie. C'est pour ça que je condamne toute forme de violence. Je comprends, sans être d'accord, ceux qui sont violents, mais je pense que la société est faite de manière que les règles prévalent au-delà de nos habitudes. C'est pour ça que les lois de la République n'acceptent pas et condamnent d'ailleurs toutes les violences d'où qu'elles viennent, faites aux femmes ou aux hommes. Parce que vous ne voulez pas en parler, mais il y a bien de violences faites aux hommes aussi. Pour me résumer, je suis contre les violences faites aux femmes. D'accord. Franck Biya serait-il votre ami? Franck Biya n'est pas seulement un ami. Franck Biya, c'est un compatriote, c'est un frère, c'est un ami avec qui j'ai beaucoup de choses en partage. C'est peut-être des choses dont je ne devrais pas parler ici. Mais je vous dis, je suis entre autres le président du groupement des acteurs secteurs forestiers du Cameroun. Franck Biya était un chef d'entreprise forestière, entre autres. Et à ce titre, je suis son président. Mais sur le plan personnel, nous avons beaucoup de choses en partage. Mais ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. Parce que c'est quelqu'un, si je peux vous dire, hein, il est de tempérament très réservé, très modeste. Et je ne lui ai jamais demandé un service. Parce que j'estime que c'est à moi que Franck devait demander des services sur le plan professionnel. Et moi, je n'ai pas de service à lui demander. Maintenant, je pense que la question que vous posez est relative à ses ambitions purement politiques. C'est-à-dire que à quand remonte votre dernière rencontre? Je ne vous le dirai pas. C'est un choix. D'accord. Mais je veux dire quand même, sans flagornerie, que nous nous rencontrons sur le plan professionnel, mais sur le plan également fraternel et amical. Mais je vous dis encore que, je vais vous parler d'une anecdote. Hein. Chaque fois que j'ai un problème, ça a dépassé Franck à régler parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait le trafic d'influence. C'est quelqu'un de suffisamment honnête, qui sait les limites et le respect qu'il doit aux autres. Et c'est pour ça que lorsque j'ai un problème à régler sur le plan administratif, la dernière personne à laquelle je fais attention, c'est lui. Parce qu'il ne me sert à rien. Nous ne sommes pas des amis et des frères par intérêt. S'il y a un intérêt, c'est de mon côté parce que les entreprises forestières
m'ont désigné comme leur représentant de manière que lorsqu'elles ont des problèmes, que je puisse les défendre. Maintenant, je suis conscient que votre question vient des internautes qui pensent que étant, je ne sais pas la défense que vous êtes de l'amitié, étant proche de Franck Biya, le chef d'entreprise, que j'en vienne à profiter des bienfaits du fait qu'il soit chef d'État. Lui-même n'en profite pas suffisamment. Je peux vous rassurer. C'est quoi la source de votre richesse? Je ne suis pas riche, première chose. Je ne suis pas riche. Vous n'êtes pas riche. Je suis... Non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Quel que soit le côté où on me prend, je ne suis pas un homme riche. Parce que ce n'est pas un objectif de vie pour moi. Moi, je voudrais être un homme libre. Liberté de dire ce que je veux, quand je veux, à qui je veux, dans le strict respect des règlements, des lois et règlements de la République. Ça veut dire que si je dois être riche, à mes taisant, je refuse. Je me bats pour que je ne sois pas dépendant des autres, que je puisse trouver pour moi, pour ma famille, mes amis et ceux qui me sont proches, les moyens de régler mes problèmes quotidiens et de leur apporter le concours que je peux leur apporter. Pas qu'ils méritent, parce qu'ils méritent certainement un peu plus que moi, je n'ai les moyens. Mais je ne suis pas un homme riche. Je ne veux pas absolument être riche, je veux être libre. D'accord. Lorsque je viens ici, il est possible qu'il dise des choses qui n'arrangent pas certains membres du gouvernement, qui n'arrangent pas mes amis. C'est ça ma posture. Parce que je suis un homme qui pense qu'il faut dire ce qu'on pense, quitte à se tromper, quitte à ne rien dire au détriment de la République. La richesse pour moi, c'est un état d'esprit. Si dans mon esprit je suis riche, posez-moi la question de même si est-ce que vous êtes riche. Me demandez pas comment vous êtes riche, je ne pense que je ne le suis pas. Mais je suis un homme qui n'a envie de personne, qui dort sans penser absolument à prendre ce que Dieu a donné aux autres, qui demande au bon Dieu chaque jour de donner les moyens de survivre le lendemain. Aimez-vous les gros bergers allemands? Je suis pas le berger allemand. Je suis un amateur de chiens. J'aime les chiens. Je vous dis d'où ça vient. J'ai été élevé pour ma grand-mère. Elle s'appelait Séraphine. Oui. Elle avait un chien qu'elle appelait Apollo. C'était le chien du village. Et moi, j'ai grandi dans une ambiance de chien, dans un environnement de chien. Et devenu plus grand, je me suis adapté à mon environnement. Il y a 40 ans, ma grand-mère avait un chien du village. Comme j'aime les chiens, et que je ne fais pas le même usage que ma grand-mère, j'achète les chiens de race, pour deux raisons. Parce qu'il y a un précédent, quand je suis rentré au Cameroun, j'avais pris une maison, les gens font attention à ça, j'en parlerai pas ici. Et un jour, en rentrant chez moi, j'avais un vigile qui m'a sacrifié sur le plateau de l'argent. Je suis rentré, il pensait que j'avais l'argent, il avait mis des bandits dans ma maison et j'ai été agressé. Depuis ce jour, j'ai dit, je vais revenir aux sources. J'ai acheté les chiens parce qu'un chien bien élevé, un chien de race, bien dressé, ne se laisse pas corrompre. Et depuis que j'aime mes chiens, je suis tranquille. Je les aime. Un peu comme mes enfants. Donc je suis un amateur de chiens. Pas seulement des bergers allemands. Je n'ai même pas de berger allemand aujourd'hui. J'ai un berger belge, ce qu'on appelle les malinois. C'est les chiens que la police française utilise dans ses enquêtes. Moi, j'en ai un. J'ai 2 bois-boules. J'ai un bulldog. Du moins, j'ai 5 chiens. Avec qui j'ai des rapports de fils de père à fils. D'accord. Mes chiens sont une partie de moi et je les aime beaucoup. D'accord. L'un de vos chiens aurait mordu à mort l'enfant de votre ménagère. Qu'en est-il de l'affaire? Non, c'est pas l'un de mes chiens. Il y a 2 ans, j'ai déménagé d'une de mes maisons pour aller dans une autre. La ménagère qui travaillait chez moi, que je prenais pour une sœur. Pendant qu'on déménageait, elle déménageait à sa façon à dire, il y a des effets que mon épouse lui a remis, il y a d'autres choses qu'elle a cachées. Et lorsque nous avons déménagé pour aller là, je ne vous dirai pas maintenant, elle a envoyé sa fille récupérer ce qu'elle avait caché dans l'ancienne maison. Et moi, en partant, j'avais quelques effets résiduels. J'en parle parce que c'est la vérité. C'est une affaire qui est passée au tribunal. On a laissé des effets résiduels. Et l'enfant qui a escaladé le portail, vous savez, lorsque vous avez des chiens dressés contre les agresseurs, un agresseur est celui qui escalade un portail. Lorsque cet enfant de 14 ans a escaladé le portail, les chiens qui étaient laissés, pas en divagation, mais libres dans la barrière, s'en sont pris à elle parce qu'elle courait.
Et malheureusement, elle est passée de vie à Tepa. Et c'est une histoire qui est restée en travers de ma gorge parce que je n'imaginais pas qu'on aille jusque-là. La bonne question, c'est que qu'est-ce que j'ai fait de ces chiens? Lorsqu'on est un homme normal, qu'on respecte le sang humain, ces chiens qui ont ôté la vie à l'enfant de ma femme de ménage, je les ai remis au vétérinaire qui les a euthanasiés pour que je ne... C'est vrai, ça part pas facilement, mais c'est quelque chose qui est resté en travers de ma gorge. J'en parle avec beaucoup de cœur serré. Malheureusement, ce jour-là, la femme est passée aux aveux parce que lorsque la police judiciaire est arrivée, à 22h, pendant qu'on s'interrogeait d'où venait l'enfant que je ne connaissais pas, on l'a attrapé, surpris, en train de guetter. Et la police m'a fait quoi? Elle a dit, elle a commissionné son enfant ici à 17h. Et comme à 22h n'est pas là, elle est venue voir. On avait dans la période que c'est elle qui avait commissionné son enfant. Malheureusement, vous savez, lorsqu'on est en politique, cette affaire qui a été arrangée ce soir, parce que le procureur avait demandé qu'on mette le corps à la mort de manière que le médecin légiste vienne effectivement faire les conseils nécessaires. Elle avait dit il n'était pas question de ça. Elle a demandé quelques moyens pour accompagner l'enfant à être enterré. Ce que j'ai fait. Malheureusement, 4 mois plus tard, l'affaire a ressurgi avec d'autres acteurs. Et je dois dire que la justice camerounaise a fait son travail en ce moment-là et a reconnu que je n'y étais pour rien parce que moi, je n'ai pas porté plainte pour vol. Parce que lorsqu'on vient dans votre maison, vous avez encore des effets. C'est le vol. Les chiens ne sont pas sortis attaquer quelqu'un de dehors. Les chiens étaient dans leur concession fermée. Lorsque vous escaladez, je sais que tout le monde imagine ce qui s'est passé. Mais c'est avec regret que j'en parle. Mais ce n'est pas une raison pour que je me débarrasse de mes chiens. Je me suis débarrassé de ceux qui ont ôté la vie à un homme. Mais j'en ai pris d'autres pour que ma sécurité soit continuée à être assurée. Et que l'amour que j'ai pour les chiens soit préservé. Vous savez, les gens n'aiment pas parler de ça, mais moi j'aime les chiens. C'est au-delà de la sécurité que les chiens me procurent, je les aime d'abord comme mes enfants. D'accord. Il s'est dit également que lors de vos passe-temps entre amis mixtes, vous donnez de l'argent aux femmes et des rendez-vous non respectés aux hommes et à domicile. Que dites-vous à ce sujet? Bon, d'abord, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne pouvez pas donner un rendez-vous à quelqu'un chez vous et ne pas le respecter parce que la personne peut vous attendre jusqu'à ce que vous reveniez. Mais je donne très peu de rendez-vous aux gens. Aux hommes surtout? Non, aux gens en général. Je ne donne pas de rendez-vous. Parce que je ne me prends pas comme étant quelqu'un pour qui c'est un mérite de recevoir les autres. Lorsque les gens viennent chez moi, ils viennent. S'ils me trouvent, on est là. S'ils ne me trouvent pas, ils m'appellent. Maintenant, particulièrement aux femmes, je pense que ceux qui ne me connaissent pas. Moi j'ai reçu une éducation de témoin de Jéhovah. Ma grand-mère qui m'a élevé était témoin de Jéhovah. C'est-à-dire, les rapports que j'ai avec l'être humain, c'est des rapports ordinaires au départ. Je ne dis pas que je n'ai pas de rapports, disons ça comme ça, avec les femmes. Mais ça n'a rien à voir avec les rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec les comparaisons. Je rencontre plus d'hommes que de femmes dans ma vie. Je vais vous rassurer quelque chose, madame. Je ne confonds pas l'amitié au rapport de service. C'est pour ça que ceux qui pensent qu'on peut être des amis aujourd'hui se trompent énormément. Mes amis datent d'il y a 30 ans. Je peux vous en citer, ils ne sont pas très nombreux. J'ai des amis avec qui je ne m'entends pas, mais qui sont restés mes amis. Peut-être vous aurez l'occasion. Si vous avez enquêté sur moi, vous allez vous rendre compte que j'ai un ami qui s'appelle Yetem Boteja Kede, l'ancien maire de DA1er, c'est mon ami, on ne s'entend pas. Mais nous sommes des amis. On est sur lesquels on ne s'entend pas. J'ai un ami qu'on appelle Péquois Michel Leclador, qui est un gars de l'Ouest, et le patron de Diété de publication du journal Ouest Eco. On ne s'entend pas surtout, mais c'est mes amis. D'accord. Mais malheureusement, ceux qui marchent avec moi tous les jours ne sont pas nécessairement mes amis. J'ai des rapports professionnels avec des gens sans en faire une amitié. Mes amis sont très rares. Je vous en citer un. Monsieur Ebian Samuel, qui est un gars du sud, de Melanengwe. La seule personne, c'est que mes enfants peuvent aller en vacances sans que je ne sois inquiet. Bon, maintenant, je vous citer 3 personnes. Il y en a certainement que j'ai frustré sans les citer parce que personne ne peut citer tous ses amis. Mais je peux vous rassurer qu'en termes de rendez-vous, j'en donne presque jamais. D'accord. On se rencontre de façon fortuite parce que mes amis connaissent mon programme. D'accord. Si vous êtes mon ami, vous savez quand je suis chez moi. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas mon ami. D'accord. Un ami, moi, je vous donne mon programme à la fin de l'émission. Comment je pense? Si vous voulez bien, je vais vous dire ce que j'ai fait le matin à 6h, à 7h. Et ceux qui sont mes amis le savent. Et ils n'ont pas besoin de demander rendez-vous pour moi. Ils savent que si on va à tel heure, on va le trouver. À tel autre heure, on va le trouver ailleurs. Monsieur Nyek, avez-vous donné de l'argent aux journalistes pour soutenir la candidature de Balaguel? Non. Non. Non.
Le respect que je dois aux journalistes, hein, veut que je parle d'eux avec beaucoup de circonspection. Je suppose que vous parlez des élections au Congrès 2017. On a en 2017, je rappelle que Balenko, c'est un frère aîné. C'est un aîné. Nous allons aux élections. Je suis candidat au secrétaire général de l'UPC. Lui aussi. Moi, je n'en fais pas une affaire de vie ou de mort, hein, parce que je prends tous les postes de ma vie comme étant pratiquement une corvée, c'est-à-dire c'est beaucoup plus de travail que les avantages, parce que je ne sais pas ce qu'on gagne, du moins je ne savais pas, à être secrétaire général. Il se passe que lui, et je peux le dire, je suppose qu'il nous suit, hein, il a en fait une affaire particulière. Et à un moment donné, ça crée un conflit familial. Vous savez, dans nos familles, moi je suis de famille d'origine modeste, hein. Si qu'un frère vient dire à votre famille que si je suis secrétaire général de l'UPC, je vais être nommé ministre. Mais s'il ne le suit pas, ce sera à cause de mon jeune frère. Je ne connais pas une famille camerounaise qui n'ait pas envie d'avoir un ministre dans la famille. Ça crée un conflit familial. J'ai résisté jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce devienne une histoire de vie ou de mort. Je vous dis que pendant le congrès 2017, pendant que moi je m'amusais en réalité, parce que moi je m'amuse, hein, dans tout ce que je fais. J'ai un principe, je suis un sportif du parcours vite depuis pratiquement 20 ans. Nous on nous apprend là-bas que lorsqu'on est fatigué on court, lorsqu'on est fâché on rit. Donc moi je m'amuse, pratiquement dans tout ce que je fais, j'essaie de ne pas stresser. Je sors du congrès, je vais me balader, et en rentrant, je trouve que mon frère Balek a organisé ce que j'appelle les primaires de chez nous. L'Union Ekele, il a perdu à mon absence. Et lorsque je rentre, il est tout en pleurs. Comme il est apparemment asthmatique, je prends peur. Il me demande, mon oncle, comment tu peux accepter ça? Sans compter que j'avais subi la violence de ma famille qui estimait que si Balega n'est pas ministre, ce sera à cause de moi. Je lui ai dit, puisque c'est une affaire de vie de mort pour toi, vas-y. Mais je n'ai donné l'argent à personne. D'accord. Mais j'avais l'impression, j'avais la certitude que si je disais à mes partisans qu'ils étaient les plus nombreux, que voter Balegel, ils allaient dire, si je posais la question, ils allaient refuser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la parole pour dire, lorsque deux personnes se rencontrent pour le même projet, si leurs projets sont semblables, un doit disparaître. Ceux qui sont venus me voter, qu'on vote pour Balegel. Ça fait un tollé, mais ça a permis quand même qu'il soit. Pas seulement, hein, parce qu'il avait également ses mérites, il faut le reconnaître. Je ne dis pas que ce n'est que grâce à moi. Mais la version populaire qui était visible, c'est que c'est lorsque j'ai demandé qu'on le vote, qu'il a été voté. D'accord. Et il me l'a bien reconnu ce jour-là. Il m'a dit, camarade, grâce à toi, je suis secrétaire général, compose le bureau. Je lui ai dit, c'est vous le secrétaire général, faites le bureau. Ne vous en composez, vous n'êtes pas bien dans votre bureau. Donc, ceux qui pensent que j'avais corrompu les journalistes ne votent pas. Malheureusement, les UPCistes votent. Je peux vous dire que c'est un peuple qui déteste et a horreur de la corruption. Ceux qui connaissent les UPCistes savent que si vous voulez être élu, parlez de votre projet. Si vous avez quelque chose en partage, une bière buvant ensemble, ne tentez pas de les corrompre, vous êtes mort. Donc, ni Balegel, ni moi, je peux le dire de façon péremptoire. D'accord. Personne n'a corrompu les UPC pour être voté. Les journalistes qui, pour ma part, hein, sont pas chargés de dire ce que nous avons fait. On n'avait aucune raison de les corrompre. Maintenant, si les gens disent le contraire, j'en sais rien. Il se dit que vous contestez Bapoli Pot comme secrétaire général de l'UPC. Je ne conteste pas. Vous ne contestez pas. Non. Et vous marchez avec ses proches. Non, je marche avec lui-même. On ne dit pas la vérité. Bapoli Pot et moi, nous sommes des frères et des amis. Ce que je lui dis chaque jour, c'est qu'il ne peut pas s'approprier d'un poste que l'UPC ne lui a pas donné. Pour l'histoire, hein, nous sommes en 2012, l'UPC tient 3 congrès. Ce qui suppose le même parti, mais 3 courants de pensée, dont 3 congrès. Le ministre a dit à l'époque, je ne sais pas mieux par quoi, convoque les 3 courants pour en faire quelque chose qui puisse aller aux élections. Et donc pour moi,
l'acceptation d'adhérer au comité provisoire, qui était en réalité la conjonction des 3 courants qui avaient tenu les congrès en 2012, et la négation du fait que tu sois encore quelque chose. Et c'est pour ça que les patrons de tous les courants, un président et un secrétaire général par courant, sont retrouvés dans le comité provisoire, qui était chargé, entre autres, de nous amener aux élections en 2013, et de nous conduire à un congrès. Lorsqu'on va aux élections, il n'y a aucun souci. Je suis le suppléant de Bapo, on n'en parle pas assez. On m'appelle monsieur le maire, mais ça me dit que je suis aussi honorable. Vous savez, il y a des gens qui étaient députés suppléants il y a 20 ans, qui sont restés députés, on l'appelle honorable. Personne ne me l'appelle ainsi. Mais j'ai dit, je suis resté le suppléant de Bapo pendant 7 ans. Vous ne pouvez pas en 2012 avoir adhéré au comité provisoire et estimer qu'en 2020, vous êtes secrétaire général d'une tendance qui a adhéré au comité provisoire. C'est ce que je lui reproche. Ce n'est pas une contestation. Je lui ai toujours dit que nous n'avons aucun problème. Mais vous n'êtes pas secrétaire général de l'UPC. Ce n'est pas une contestation. Il sait que c'est la vérité. Maintenant, la posture de recherche du gain politique peut amener chacun de nous à dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas mon problème. Mais lui, c'est que je ne marche pas seulement avec ces gens. Je marche. La preuve. Lorsque nous avons engagé le principe de rassemblement des UPC, la première personne vers qui je suis allé, contre l'avis de plein de monde, c'est lui. Et nous nous sommes rencontrés dans son bureau de PCA. Il m'a demandé, tu es venu faire quoi? J'ai dit, je suis venu te dire que tu es un menteur. Il me dit, je mens comment? J'ai dit, est-ce que tu es EG? Il m'a dit, on ne parle pas de ça. Je lui ai dit, maintenant, moi je ne suis plus maire parce que tu nous as empêché d'être candidat. Il m'a dit, je ne suis plus député parce que vous avez bloqué. Il dit, lorsque les frères se neutralisent, on fait quoi? Il a répondu, on parle. La posture actuelle, de là-bas, c'est que les UPC se parlent, la grande famille se parle, oublie le passé pour regarder le devant. Maintenant, le devant, c'est quoi? C'est le projet UPCiste qu'il faut rappeler. Parce que le projet existe. Je ne dis pas comme ça qu'il faut le créer. Le projet existe. Il faut simplement le rappeler à ceux qui l'ont oublié de manière que le facteur de rassemblement ne soit pas l'amitié ou l'inimitié entre les hommes, que ce soit le projet UPCiste auquel on adhère ou pas. Ceux qui y adhèrent. Le projet UPCiste, c'est quoi? C'est la bonne question. C'est le projet patriotique des gens qui aiment leur pays, qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays, que lorsque on leur confie, ils gèrent avec un peu d'humanisme et de patriotisme de manière qu'ils servent la nation et pas eux-mêmes. C'est ça le projet. Lorsqu'on est d'accord sur ce projet, on va ensemble et le reste n'est qu'une histoire de partage, de responsabilité qui n'est absolument des avantages. Malheureusement, aujourd'hui, les gens voient la gestion des partis pourtant en termes d'avantages, pas de responsabilité. Moi, j'estime, en ce qui me concerne, que ce qui nous revient aujourd'hui, nous, la génération nouvelle, qui est en train de passer fort heureusement, c'est de laisser derrière nous une UPC beaucoup plus unique qu'hier. Je ne dis pas une UPC qui sera l'idéal. L'idéal, c'est un conçu permanent. Mais nous devons faire quelque chose de plus que nos aînés. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Avez-vous soutenu discrètement la campagne du RDPC dans l'Union Ekele? Non. Non, madame, j'en parle. Je peux vous rassurer quelque chose. Lorsque je veux faire un soutien, je ne le fais pas discrètement. Je dois rappeler que je suis d'un département où les partis politiques comptent très peu. Contrairement à ce qu'on peut penser. L'Union Ekele veut promouvoir ses enfants. Non, écoutez-moi, madame. L'Union Ekele veut promouvoir ses enfants. L'Union Ekele veut le bien-être. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui peut nous apporter le bien, nous l'avons voté. Que ce soit son parti. Mais on a été déçus au fur et à mesure. Je prends un cas. Moi, je suis de la commune de Makak. Il y a une année, je crois en 2002, ou je ne sais pas moi, en quelle date, nous avions un frère, Fembeng André, père à son âme, qui était directeur des projets et programmes au ministère du plan, chargé de l'économie. Nous nous sommes dit, les gens nous reprochent de ne pas défendre nos intérêts. Nous avons dit, comme si c'est une histoire de nos intérêts, nous votons un maire, M. Mbeng, qui était épiciste à sa façon, il faut le dire, mais qui était militant parce que l'upécisme n'est pas l'appartenance à un parti politique, c'est un état d'esprit. M. André Mbeng était un upéciste, mais militant du RDPC. Nous l'avons voté. Mais je pense que s'il était donné à ce monsieur de faire le bilan, il vous dirait que j'ai été trahi par mon parti. Parce que nous pensions que ce qu'on reproche au pays d'être intransigeant, on était prêt à faire le pan pour donner aux autres de manière qu'on obtienne ce qu'on nous dit que si on fait, on peut obtenir. Mais on l'a obtenu. On l'a pas obtenu. Donc j'ai dit, le jour où il me viendra l'idée de voter, de soutenir le RDPC, je le ferai officiellement. Mais pour le moment, je peux vous dire, je ne confonds pas les hommes à leur parti. Il est arrivé, parce que les gens me reprochent mes amitiés avec certains militants du RDPC. Je rappelle, lorsque vous êtes né à Makak,
où les gens qui ont l'impression que l'UPC gagne facilement. Je rappelle que le plus gros score de l'UPC, c'était à mon époque 73%, quand on gagnait avec 51%. Lorsque vous avez gagné avec 51% de voix, vous savez que le RDPC détient quand même 49% de voix. Si vous voulez gérer l'Union Ekele, vous devez faire avec eux. Et c'est ma politique que j'essaie de ne pas être leur ami, mais leur ennemi non plus. Donc, mes frères qui ont RDPC ne sont pas mes ennemis. J'essaie de voir ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien-être des populations de chez nous. Monsieur Niak, avez-vous joué un rôle trouble pour l'échec du PCN aux élections régionales de l'Union Ekele? Je vais vous dire la vérité. Nous sommes ici, il faut dire la vérité. Je n'ai pas joué un rôle trouble. J'ai été un acteur contre le vote du PCRN. Je ne l'ai pas caché. Je ne le cache même pas. J'ai estimé que le PCRN ayant comploté, c'est mon point de vue, contre l'UPC, il m'appartenait de leur rendre la meilleure. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour que l'UPC soit candidat. Parce que ce que les gens ne disent pas, aux élections régionales, l'UPC était candidat sans conseil municipal. Nous avons eu 20 voix. Les 20 voix sont arrivées bien parce qu'on a battu campagne. Et lorsqu'on est en campagne contre un parti politique, on n'a pas joué un rôle trouble. On fait son rôle. J'ai battu campagne contre mon parti. Nous avons obtenu 20 voix alors qu'on avait 0 conseiller. C'était mon rôle. Maintenant, le PCRN, qui avait la majorité des conseillers, devrait bien faire son introspection pour voir pourquoi, malgré qu'ils avaient la majeure partie des conseillers, ils n'ont pas pu gagner l'élection régionale. Il ne m'appartient pas de leur apprendre comment faire demain parce que nous serons concurrents en 2025 également. D'accord. Pour sortir, votre ami leader du mouvement franquiste vous a-t-il déjà donné son avis sur la question? Qui est mon ami qui est leader du mouvement franquiste? Frambia. Ça m'amuse un peu. Bon, on en reparle. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Je ne suis pas certain que Frambia soit leader du mouvement franquiste. Je vais vous dire la vérité. Lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit: est-ce que ça te gêne? C'est sa réponse. On n'a jamais parlé du franquisme. Je prends le franquisme comme un mouvement des gens qui partagent des valeurs et qui utilisent le nom de quelqu'un dont ils pensent partager les mêmes valeurs. Et moi, j'ai rien contre. Mais je ne suis pas franquiste. C'est la bonne question. Moi, je ne suis pas franquiste. Personne ne m'a demandé d'être franquiste. Personne ne m'a sensibilisé pour le franquisme. Et ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si dans le processus des élections présidentielles de 2025, auquel je suis candidat, il faut que vous le sachiez d'avance aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit intéressé à Frambia d'être candidat et qu'on soit concurrent bien qu'étant des amis. Si on se rend compte, à un moment donné, si on avait les élections à 2 tours, et que l'un de nous arrive au 2e tour, si c'est lui, c'est avec plaisir que je le soutiendrai contre des gens que je ne citerai pas ici. Et je retiens que lui également, c'est avec plaisir qu'il me soutiendrait. Donc, mais en termes de franquisme, je dois dire que j'écoute ça comme tout le monde, comme un oiseau qui regarde le train passer. Mais personne véritablement m'en a parlé en termes d'amis ou en termes de sensibilisation. Maintenant, je vous ai dit, je suis très loin du mouvement franquiste, pour lequel j'ai du respect comme les autres mouvements, mais avec lequel je n'ai rien à faire. D'accord. Monsieur Niak, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Je suppose que ceux qui vous ont donné ces questions pensaient que j'allais me soustraire à ça. J'ai l'habitude, j'ai le courage et j'ai Madame Paya, comment on appelle ça? Oui, ainsi a parlé l'homme politique avec la neige. Merci Nadège d'être passé. Voilà. Passez un bon week-end. Bon week-end aussi. Alors, on va continuer avec Monsieur Niak. On parlait de l'UPC, dont vous êtes justement un des fervents militants et on vous reconnaît justement dans cette frange. Aujourd'hui, on parle de l'UPC avec justement cette réunion, cette session extraordinaire qui s'est déroulée le 9 avril 2022 sous la présidence de la camarade Abiba Issa, épouse Douala Mbedji. Voilà, aujourd'hui, on soustrait votre peut-être nomination de SG par intérim, parce qu'avant l'émission, il faut le dire ici, j'ai reçu des coups de fil où on m'a demandé d'enlever justement cette dénomination SG par intérim, car vous ne l'êtes plus. Que dites-vous de ça? Je suis très embêté parce que vous m'amenez à entrer dans les délits, les méandres de l'UPC. Je rappelle que lorsque vous chantez l'hymne national, il y a un couplet où on dit: va debout et jaloux de ta liberté. Le Cameroun est jaloux de sa liberté. Comme l'UPC est jalouse de son pouvoir. Le comité de l'UPC, c'est le patron du parti. D'accord. L'article 22 des statuts est clair. La direction du parti, c'est le comité directeur.
Et le comité était se réuni après moult bagarres et autres. Le dernier, l'avant-dernier s'est réuni le 4 septembre à EDEA. Qui avait décidé de ne pas tenir le congrès parce qu'on n'était pas prêt. Ni sur le plan politique, encore moins sur le plan matériel. Je rappelle que le comité directeur seul convoque le congrès et l'organise. Il n'appartient à aucun individu, fut-il secrétaire général ou président, d'organiser le congrès auquel tu seras candidat. D'accord. Donc, au sortir du comité directeur de DEA, on avait reporté le congrès pour en fixer une date après qu'on ait évalué notre préparation. Malheureusement, il faut le dire clairement, je n'ai pas peur des mots. D'accord. Mon frère et ami Balek Nkout a créé une commission parallèle à celle que le comité directeur avait créée pour organiser un congrès. Et ce qu'il ne dit pas aux gens, c'est que la présidente a saisi le tribunal administratif qui a délivré un sursis pour qu'on ne se tienne pas. La corruption avait le sous-président des deux. Je dois remercier à cet effet le ministre Tangandi qui a limogé ce monsieur pour un acte délictuel. Parce que vous ne pouvez pas avoir le sursis du tribunal administratif, ne pas obéir et continuer quand même. Non seulement ce monsieur a autorisé un congrès qui ne devrait pas avoir lieu, mais il est allé s'asseoir à l'intérieur seul. Il a été sanctionné. Le comité directeur a laissé passer du mois de septembre à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs initiatives. Le ministre Ndjami a commencé à parler aux gens. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter la voix de leur direction, le comité directeur auquel j'appartiens a siégé. Et ceux qui pensent que secrétaire général par intérim est une promotion, moi je pense ça comme une corvée. Ils m'ont confié la tâche de gérer les affaires courantes en attendant le prochain congrès. C'est le comité directeur en sa session du 9, réuni en sa majorité reconnue comme tel. D'accord. Maintenant, je reconnais aux autres le pouvoir, le devoir de dire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? Lorsque les gens disent que vous êtes secrétaire général est une institution. Lorsque vous organisez le 10 avril et que vous ne puissiez pas réunir 30 militaires comme vos délégations au siège de l'UPC, c'est-à-dire l'UPC a comme siège Douala. Lorsque le secrétaire général va à Douala, il n'arrive pas à réunir 30 militants dans tout le Vouri. S'il n'en tire pas les conséquences, ça veut dire qu'il est, je ne vais pas utiliser le terme malhonnête, il ne veut pas voir. C'est un peu comme un homme qui ferme les yeux alors que le soleil brille. Donc il ne s'agit pas de ça. Moi, je dis, le comité qui s'est réuni, je n'étais pas demandeur. Madame, je suis arrivé en retard. Je n'étais pas demandeur, mais ils ont estimé que j'étais l'homme qui pouvait accompagner son parti. En termes de manœuvre, je suis un ouvrier du parti. Tout ce qu'on va me donner à faire, je vais le faire de bonne foi. Ça peut me dépasser, mais je vais donner tout ce que j'ai comme énergie, tout ce que j'ai comme connaissance pour servir mon parti. C'est comme ça que, ayant été désigné secrétaire général par intérim, mes amis m'ont demandé pourquoi je me contentais de si peu. J'ai dit, je ne me contente de rien, je sers mon parti. Maintenant, les gens vont prendre ça autrement. Je rappelle que ce n'est pas la première personne à être suspendue. D'accord. Le comité étudiant a suspendu le secrétaire général Baleguel. Il n'est pas la première personne. Je vous ai dit, le comité était jaloux de son pouvoir, comme le Cameroun est jaloux de sa liberté. Le professeur Lucas Basile, secrétaire général entre 2014 et 2017, avait commis la gaffe, l'impair, de sortir d'une session de comité directeur parce qu'il était fâché. On l'a suspendu. Là, il n'est pas le premier. C'est Lucas Basile, qui est nettement mieux que Baleguel, ça faut le dire, c'est mon point de vue. Nous prenons part à une session de comité directeur, il est en colère et quitte la salle. On le suspend. D'accord. C'est ce qui est arrivé à Baleguel. Donc maintenant, ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de suite du parti. Je rappelle que l'article 17, les statuts de l'UPC permettent au comité de direction du parti de suspendre les dirigeants du parti jusqu'au prochain congrès. C'est pour ça qu'il n'a pas été exclu. On l'a suspendu et on remplace par une direction provisoire à laquelle j'appartiens. Je ne suis pas le seul intérimaire. Je rappelle qu'il y a un secrétaire général par intérim que je suis, un trésorier général par intérim, un secrétaire à l'organisation par intérim. Mais peut-être que les gens ne parlent que du secrétaire général par intérim, peut-être. Je leur assurerai. Mais j'ai dit, il s'agit pour nous de nous mettre au service du parti. Je rappelle que si Baleguel ne me reconnaissait pas les mérites, il n'aurait pas bénéficié de mon vote en 2017. Tout le monde sait. D'accord. Sans flagornerie, sans état d'âme, sans fausse modestie, si on n'avait pas demandé à le voter, il n'aurait pas voté. Donc aujourd'hui que je me contente de très peu pour en assurer seulement l'intérim, à défaut de me dire merci pour la modestie,
il faut que les gens se taisent. Maintenant, le reste, Voilà. le plus important, c'est que je fasse mon travail qui m'amène au Congo. Merci, monsieur le maire. L'émission était interactive. Nous allons lire quelques messages déjà bien sûr. qui arrivent. Monsieur le SG par intérim, comment pensez-vous réconcilier et unir tous les UPCistes? Félicitations et beaucoup de courage. Samuel Roger Niom, vice-président de la section régionale de Macaque. Ah, disons. Je rappelle que la section de Macaque est celle à laquelle appartient également le camarade Balaguel. Maintenant, il me pose une question à laquelle j'ai donné des réponses. J'ai dit, ce n'est pas mes réponses à moi. Parce que moi, je suis un nouvel UPC. Oumiobe a dit, le mot de règlement des conflits à l'UPC, c'est le dialogue. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça fait depuis 1956, excusez-moi de peu, que l'UPC mène le dialogue pour, je ne dis pas unir, mais rassembler tous les courants. Parce que la bonne question, madame, c'est que, qu'est-ce qui divise les UPCistes? Voilà. Parce que pour rassembler, il faut faire le constat de division. Ce qui divise les UPCistes est simple. L'UPC est le parti qui est créé en 1948, dont le principal, celui qui a, disons-le ici, théorisé l'UPC s'appelle Oumiobe. Le parti est créé en 1948, Oumiobe, il est dissous en 1955, c'est-à-dire récemment 7 ans après. Oumiobe est assassiné en 1958. La stratégie de mise en œuvre... Mais il est remis à la légalité en 1960 quand même. Non, enfin, disons-le ainsi. Moi, je voudrais vous dire autre chose. Laissez la légalité tranquille. Je dis, sur le plan de la théorisation du parti politique, lorsque l'UPC est dissoute en 1955, les UPC se séparent. Chacun va à son école. Il y en a qui vont dans les pays de l'Est. Il y en a qui vont en Europe, hein. Il y en a qui vont dans les pays de l'Ouest. Il y en a qui restent au Cameroun. À l'époque, pour vivre étant UPCiste au Cameroun, il y avait 2 choses à faire, ou 3. La première était de faire semblant, d'intégrer les structures des partis au pouvoir et faire ce que Mahima Tip appelait, avec son lexique, la politique de la Bresse ou la cendre. La deuxième était de faire comme les témoins de Jéhovah, c'est loin de toute activité politique. Et la troisième était de se suicider. Maintenant, ceux qui étaient là, on pouvait parler de l'UPC librement, ont manifesté, ont maintenu la forme de l'UPC, il faut le leur reconnaître. Le danger veut que, en 60 et même en 62, lorsqu'une ordonnance président Aïdjo ramène l'UPC à la légalité, beaucoup plus pour les cerner. C'est ça qui est la question. Ce n'est pas la légalité pour fonctionner, c'est pour vous cerner. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte que entre 55 et 60, il y a très peu de ceux qui sont allés en prison. Mais lorsqu'on a fait un serment de légalité, les gens se sont retrouvés et on les a mis en prison. C'est pour ça qu'en 92, lorsque le multipartisme revient au Cameroun, il y a un conflit, il faut le dire. Pas seulement un conflit idéologique, un conflit stratégique, un conflit structurel, où les UPCistes de l'extérieur, qui ont continué à manifester de leur UPCisme, reprochent à ceux qui sont restés au Cameroun de s'être tus et d'avoir adhéré au parti au pouvoir. Ceux qui ont adhéré disent qu'on n'avait pas d'autre choix pour la vie que d'adhérer là-bas, mais nous ne sommes pas véritablement des gens du parti au pouvoir. Ce conflit se crée. Il se passe malheureusement que la loi à l'époque, non pas à l'époque, la loi actuelle dit, les partis qui n'étaient pas légaux au moment de la loi de 90 doivent déposer de nouveaux dossiers. L'UPC sur le principe était légal. Mais tout le monde sait qu'un parti légal qui ne peut pas exercer n'a rien de la légalité. Et c'est ainsi donc que du comité provisoire, du comité national provisoire et du bureau national provisoire, on a déposé des dossiers. C'est pas un seul qui a été déposé. 2 dossiers ont été déposés au MINAT et un seul a été retenu. Maintenant, les critères de choix de l'administration camerounaise, c'est ça qui nous sépare. Il y en a qui estiment que comme Kodok et Dika étaient des transfuges au sens propre, parce que transfuge dit que qui était ailleurs, qui vient ici. Les raisons d'ailleurs, on ne les connaît pas. Et même si on les connaît, j'estime pour ma part que l'UPC a le devoir de créer une masse critique des gens qui peuvent amener les gens à se dire non. Maintenant, Dika et le secrétaire Jean Kodok ont vu leur dossier agréé par l'administration. Ça a créé le deuxième conflit. Après ça, on est allé, Dika est mort, je ne veux pas dire heureusement, Kodok est mort, je ne veux pas dire heureusement. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans les poubelles de l'histoire où chacun fouille tous les jours, au lieu d'avancer. Et c'est le conflit que j'ai avec mes amis du Manidem. Voilà. On va parler d'autres... Non, je n'ai pas fini, madame. D'accord. Ce conflit-là fait que, lorsque je parle avec eux, c'est pas je dis, je sais pas le moi, hein. D'accord. Je savais que les UPCistes qui sont d'accord pour se parler, Oui. ils nous posent comme première question, non, premier problème, condition d'ailleurs.
La reconnaissance de leur travail, ce que je reconnais sans problème parce que c'est la vérité. La deuxième chose, c'est la renonciation à la légalisation de 91. Je leur ai dit c'est une logique d'impossibilité. Il vaut mieux capitaliser les acquis même s'ils ne sont pas propres pour avancer. Maintenant, la solution que je propose, je vous ai dit au départ que l'UPC a choisi comme mode de règlement de ces conflits le dialogue. Et comme les divergences idéologiques, stratégiques et structurelles de l'UPC sont des conflits, c'est le dialogue. C'est pour ça que nous continuons à discuter chaque jour, en espérant que le rassemblement des UPC est un construit permanent un jour. Je ne prétends pas qu'avec moi, parce que moi je ne suis qu'un ouvrier de l'UPC. Je n'ai aucune prétention qu'avec moi les gens viendront, mais j'ai la chance d'écouter tout le monde et j'ai le privilège d'être écouté par les uns et les autres, même si on n'est pas d'accord. Je pense que les amis, Amokwe, qui est un ami du l'UPC Manidem, non, je parle de lui. Oui. Et Kana Anisse, qui est du Manidem, qui a créé son parti. Oui. Nous avons le plaisir d'échanger sans état d'âme, de ne pas être d'accord sur tout, mais de maintenir le dialogue. C'est ce que je voudrais souhaiter aux uns aux autres, que lorsqu'on veut bâtir un parti politique dans la durée, parce que l'UPC est plus qu'un parti politique, l'UPC est un mouvement politique. C'est-à-dire, dans le texte de l'UPC, on a prévu qu'on puisse avaler des pans de partis ou des partis entiers. Nous devons comprendre que le principe de lutte sur tous les fronts, nous devons avoir un pan révolutionnaire, de mon point de vue représenté par l'UPC Mandem, un pan politique dont je me revendique le leader, même si on ne le partage pas, mais je me revendique le patron du pan politique. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut faire la révolution sans la politique, parce que dans tous les cas, la politique, dans la vie d'une nation, est la suprastructure, pendant que les autres, la révolution, la guerre et autres, ne sont que des infrastructures. C'est pour ça que j'en appelle chaque jour, quand je le peux, à mes camarades, de manière qu'on se retrouve. L'émission est interactive parce qu'il y a beaucoup de questions. Bien sûr, moi je vais écouter. Bonsoir Info TV. Le camarade Niek vient mentir à Mondo Vision. Ce comité directeur DDA, nous y étions tous et Abiba l'avait solennellement déclaré, je cite, le congrès aura lieu à date. Je pense que ceux qui ne veulent pas lire, parce qu'il y a deux choses. Je rappelle que je mets au défi quiconque. Le comité directeur à l'UPC prend des résolutions. Il y a une résolution, c'est d'Abiba. De tous les vice-présidents, et du secrétaire général adjoint que j'étais à l'époque, qui reporte le congrès Sénédi. Je mets quiconque au défi de me sortir une résolution contraire, il n'y en a pas. Le problème, c'est que dans ceux qui veulent tricher, vous savez, l'ignorance commence quand vous avez l'impression que les autres ne connaissent rien. C'est-à-dire, ils ont monté un coup, où à la fin de la... Après que le président de la commission d'organisation, le président Onana, ait déballé son rapport, nous prouvons que nous n'avons pas l'argent. À 7 jours du Congrès, nous n'avons pas les délégués, on n'a pas d'argent et qu'on ne peut pas le tenir. Quelqu'un est sorti, le président de la section de DA, qui est un ami, M. Camarade Moudelain, a lu un projet de résolution. Les gens ont appelé Anthony Limne en pensant que Anthony Limne a fait l'adhésion. Non. Malheureusement, la résolution a été prise, elle est signée, je peux vous la présenter. Les gens le savent. Donc, je mets ce camarade au défi de me sortir une résolution contraire qui disait que le Congrès se tiendrait. Et il y a pourtant à quand la tenue du Congrès, donc? À quand la tenue du Congrès? Le comité directeur, qui est le seul organe de l'UPC, a convoqué le Congrès, a fixé le Congrès pour le 11 juin prochain. D'accord. Et se tiendra bien, malgré le fait que les gens se battent contre. Parce que je voudrais vous dire, Madame Bahaï, je suis très, très gêné. En 2018, quand l'UPC prépare les élections présidentielles, pendant qu'on cherche une candidature, où le comité directeur avait dit que l'UPC ira aux élections, le Kamba Legal avait saisi le préfet de DA à l'effet d'interdire une réunion en disant comme motif qu'il était en négociation avec le RDPC. Je rappelle, j'ai rien contre le RDPC, mais pour négocier avec les autres partis, il faut être soi-même. L'UPC a le devoir, et ça c'est impérieux, de se construire, de se bâtir, de se maintenir avant de s'ouvrir aux autres. Un parti qui n'existe pas, qui souffre aux autres, c'est de l'assimilation, et l'UPC ne va jamais s'assimiler à notre parti politique. Il faut le dire de façon claire. Que s'est-il passé en 2017 pour que vous cédiez vos voix à Balaguel? Le regrettez-vous aujourd'hui? Non, pas du tout. Je vous ai parlé de cette... Je vous ai dit... Non, c'était la dame qui était à côté. Je vous ai dit... Il y a des gens qui prennent le poste de secrétaire général comme un tremplin. Et je le dis de façon claire parce que moi, je ne mens pas. Mon frère et ami Balaguel, et camarade d'ailleurs, a dit à tout le monde que s'il est élu secrétaire général, il serait nommé ministre. Comme il est de ma famille, vous savez, je vous dis dans chaque famille camerounaise, je ne connais pas une famille qui n'ait pas envie d'avoir un ministre. Ça crée un conflit. D'abord, il a dit, même tout récemment, je pense que ceux qui l'ont suivi, ils sont une minorité, des gens, ils sont comme ça. Ils pensaient que Balaguer serait nommé ministre et que chacun, ils avaient choisi leur poste. Donc, je me suis rendu compte que, moi, je m'amuse, je vous ai dit que je suis un ouvrier du parti.
D'accord. Si je dois être président du comité de base, je le serai parce que le parti m'aura donné le poste de secrétaire du comité de base. Si le secrétaire général, je le prendrai avec gaieté. Je n'avais pas un problème de vie ou de mort. Comme Balé en faisait un problème de vie ou de mort, je me suis dit, je ne peux pas être secrétaire général et le lendemain transporter le cercueil de mon frère pour rentrer au village. J'ai donc dit, je préfère que nous restions en vie, lui secrétaire général, et moi, rien. Parce que dans tous les cas, vous savez, le leadership d'un parti, ce n'est pas le poste. Même si je ne suis pas secrétaire général du parti, le leadership que je représente avec un certain nombre de camarades ne disparaît pas pour autant. La preuve, lorsque je convoque une réunion du comité directeur avec des camarades, nous avons 150 membres qui viennent. Lorsqu'il en convoque, il n'a même pas 10. D'accord. Il peut être ce qu'il est. Moi, sans être quelque chose, dans tous les cas, le leadership ne se décrète pas. Qu'est-ce que mes camarades ont encore dit? Alors, on dit ici, Bapo a été exclu de l'UPC selon une résolution du comité directeur. Pourtant, vous êtes en discussion aujourd'hui pour l'unité de l'UPC. Quelle signification donner à cette pirouette? C'est une très bonne chose. Je vous ai dit au départ que l'UPC a des textes particuliers. Nous sommes l'un des rares partis qui fait une différence entre l'exclusion et la radiation. Lorsque vous êtes exclu par les instances inférieures de l'UPC, vous avez le droit de faire recours au Congrès qui est l'organe suprême. Le Congrès, lorsqu'il vous radie, il n'y a pas de recours. Alors moi je dis, lorsque nous voulons faire le rassemblement des UPCistes, il faut faire la typologie honnête des acteurs. Madame Pahaï. Paul a beau bien être exclu de l'UPC, il reste militant, c'est-à-dire de porter ce recours au Congrès. Et à ce titre, lorsque j'ai envie de rassembler les UPC, je vais vers tout le monde. Mais bon, c'est même rien du tout. Et quand Anissa a créé son parti politique, donc il s'est inscrit volontairement à l'UPC, pourquoi je parle avec lui? Le feu, mon frère aîné et ami, le président du MOSI, était bien chef d'un parti politique. Pourquoi je parlais avec lui sans que ça n'offusque personne, ça n'offusque? Le mouvement patriotique était un mouvement UPCiste, un parti constitué, qui sont exclus du parti en tant que machin électoral de l'UPC. Pourquoi je parle avec eux? Donc moi j'ai dit, le rassemblement des UPC ne se décrète pas. On ne va pas faire l'épuration en disant que tel... Moi je n'ai pas la jauge pour dire tel UPC, tel ne pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la posture, je vous ai dit au départ que l'UPCisme n'est pas un parti politique. L'UPCisme est un état d'esprit, un état d'être, un état d'âme. Et en chacun des Camerounais sommeillent les gènes de l'UPC. C'est pour ça que dans le processus d'assemblée des UPCistes, j'irai jusqu'à parler avec des UPCistes qui sont dans le RDP. C'est parce qu'il y en a. D'accord. Nous allons lire quelques messages, hein, monsieur. Bien sûr. Comment se prépare le congrès de juin prochain alors? C'est monsieur Bidjoka Albert, membre du comité directeur issu du 8e congrès de septembre 2021 tenu au palais des congrès de Yaoundé. C'est un petit piège auquel je ne tombe pas. Le congrès est préparé par la commission centrale d'organisation supervision du congrès, pas par le secrétaire général par intérim. Cette question doit être adressée au Cameroun Bruna, qui a été désigné par le comité directeur par une résolution. C'est lui qui sait comment ça se prépare. Je rappelle que moi, je ne suis pas membre de cette commission. Je suis secrétaire général par intérim, avant j'étais secrétaire général par adjoint. Et c'est parce qu'on échange que je peux savoir. Mais je voudrais par ravir la vérité de l'information au président de cette commission, qui seul a le pouvoir, le devoir de répondre. Moi, je ne répondrai pas à ça. Mais ce que je peux dire à côté, c'est que j'invite les UPC à rester prêts, à rester mobilisés pour prendre corps part à leur congrès. Parce que, pourquoi? Les thèses de l'UPC sont claires. Le congrès, ce n'est pas la masse, ce n'est pas les charters qu'on peut fabriquer. Le congrès est fait des représentants de la base militante du parti. La différence avec les autres partis politiques, c'est que le congrès peut s'élargir au mouvement UPCiste pour la simple raison qu'on peut affecter des délégués en fonction des accords que nous avons. Parce que je rappelle que les thèses de l'UPC disent clairement que lorsque nous voulons agréer des militants d'autres partis, l'AFP, le MOSI et autres, le comité directeur est seul qualifié pour en parler. Donc avant d'aller au congrès, il y a un comité directeur qui siégera le 4. Les camarades d'autres partis, pour d'autres formations politiques, UPCistes, il faut le dire, parce qu'il y en a plusieurs, qui ont l'envie de venir au congrès, vont se manifester et le comité va se prononcer pour donner des quotas. De manière que le congrès qui arrive soit le plus représentatif possible, parce que le congrès n'est pas pour vocation de l'unir l'UPC. C'est pas la vocation du congrès, ce n'est pas ça. C'est le bureau issu du congrès qui a pour vocation de structurer le parti, de l'organiser et d'organiser le plus grand rassemblement qui soit. Maintenant, le congrès est un moment faste où le mouvement UPC se rencontre pour parler de ses problèmes
et pour attaquer le processus d'arriver au pouvoir. Alors, certains observateurs pensent que l'UPCisme, l'idéologie de l'UPC n'est plus à l'UPC. Qu'en pensez-vous? Je rappelle, hein, l'UPCisme n'est pas l'apanage de l'UPC, je leur concède volontairement. Mais on ne peut pas être UPCiste et vouloir atteindre le pouvoir sans la machine de l'UPC. C'est ça le problème. Oumnobe était UPCiste, les Moumi étaient UPCistes, ils avaient leur courant de pensée. Mais la machine qui permet de conquérir les pouvoirs en vue du pouvoir, parce que le pouvoir c'est quoi? Un parti sérieux doit pouvoir commencer à gérer la base. Au Cameroun, la base sur le plan de vue constitutionnelle, c'est d'abord les communes. Après, c'est les régions. Après, c'est l'Assemblée, ainsi de suite. Nous, on estime pour notre part que pour être candidat de l'UPC aux prochaines élections, et je veux le dire de façon officielle, ce n'est pas avoir la carte de l'UPC. D'accord. C'est avoir l'esprit UPCiste et le confesser. Et nous dire que là où je suis, je vais porter le drapeau de l'UPC pour attaquer les élections municipales, on va ensemble. Lorsqu'on aura des conseillers municipaux, lorsqu'on aura des députés et autres, on va se rassembler en termes de famille et parler le même langage. Parce que le projet UPCiste, qui est un construit permanent, n'est pas l'apanage du parti mouvement politique UPC, c'est l'apanage du mouvement UPCiste dans son ensemble. D'accord. Bonsoir madame, je suis maître Simon Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun, conseil de l'UPC et responsable de la communication de l'UPC au congrès du 11, 12, 13 septembre 2021. J'espère que vous allez équilibrer le débat en nous invitant à la même mission. Nous, on est ici pour l'équipe élue en septembre 2021. Je souhaite personnellement être invité à cette émission pour dissiper les nombreux malentendus entretenus par monsieur Niek Niek. Bon, Serge, je n'ai pas dit qu'il ment. Oui, avocat du barreau, Kakak. Il est certainement avocat, il est tout ce qu'il a dit. Mais lorsqu'on dit qu'on a été élu, il y a un PV d'élection. Je le mets au défi, nous sortions pour ce débat d'élection. Je le mets au défi de produire même les résolutions de ce congrès. Parce que voilà une bande de familles. Je ne veux pas tomber dans le train-train quotidien de tout le monde. Voilà des gens qui ont fait quelque chose qu'ils ont appelé congrès, dont ils ont honte de produire les résolutions. J'ai vu mon frère Kaka, qui est un ami, qu'il produit le PV de son élection. Balaguel, pour le dire, a été le secrétaire général le mieux élu de l'histoire de l'UPC. Le mieux élu, il faut le dire. Le PV existe, on dit qu'il a gagné avec tel nombre de voix. Les autres candidats ont eu tel. Demandez à mon frère Kaka de produire le PV des élections de 2017. 2021. Et je préfère m'oublier cette date parce que pour nous, c'est le deuil national. C'est qu'ils ont organisé ça à Yaoundé. Donc, le problème, c'est que les gens pensent qu'à force de répéter le mensonge, ça devient la vérité. Non. Mon frère Kaka, pour que j'ai beaucoup de respect et d'amitié d'ailleurs, a beau réciter le mensonge, ça ne deviendrait pas pourtant la vérité. Il le sait. Et puis, je rappelle, Kaka n'est pas militant de l'UPC. C'est un UPCiste encarté à l'Alliance patriotique. Vous le savez. Il le sait. Je dis, il sait que je sais qu'il est militant de l'AFP, il n'a pas posé la démission, mais c'est un UPCiste qui peut venir avec nous. Mais de là à se prévoir des gens de l'UPC, il y a un pas qui ne ferait franchir allègrement. Alors, qu'en est-il du recours introduit au tribunal administratif du centre? Non, je rappelle, hein, ce recours est sur la forme, parce que le tribunal ça va délivrer un sursis pour que le Congrès ne se tienne pas. Maintenant, on n'est pas en recours. C'est pas un recours. Parce que lorsque vous avez obtenu le sursis veut dire quoi? Ça, le tribunal administratif vous dit, ne faites pas un congrès, venez justifier votre qualité. Lorsqu'on vient à l'audience du sursis, on plaide sa qualité. Lorsqu'on n'obéit pas au sursis, on ne plaide plus rien. On sait qu'on est... Malheureusement, la loi camerounaise, pour le moment, ne donne pas un délai au parquet de se prononcer. C'est pour ça. Nous avons introduit une requête, pas un recours, c'est différent, en annulation du congrès et ses effets. Mais nous savons bien entendu que ce qu'on est nul, c'est parce qu'il y a eu un sursis pour son déroulement. Maintenant, ça en est où? C'est une affaire qui est... Moi, je suis respectueux de la République, des droits et des tribunaux. Je ne commente pas les affaires qui sont encore entre les mains de la justice. Okay. Mais je n'ai pas de doute que nous allons avoir raison. Parce que le droit est avec nous. Pour la simple raison que le même tribunal qui a délivré le sursis ne saurait se dédire après. Alors, nous allons souffler un peu avec quelques images dont M. Niek Niek nous fera montre, n'est-ce pas, concernant justement son idéal face à ses personnalités. Alors, on va prendre la première image. Oh, le maître.
Il faut commenter ça, hein? Bien sûr, il faut Ça commenter. se passe de commenter. Oumyobé je suis un homme libre, c'est pour ça que c'est pas mon maître de pensée. Mais c'est mon idéal politique. J'en ai comme ça deux. Il y a Oumyobé et Mandela. Et je voudrais citer les deux, si vous permettez. Oumyobé est rentrant des Nations Unies en 52, interrogé par le journal L'Express pour dire quels sont les rapports entre l'UPC et le Parti communiste français. Il leur dira, c'est les rapports entre un homme qui se noie et qui n'a pas regardé la couleur de la main qui vient le sauver. Mandela, lorsqu'il sort de prison en 90, reçu aux Nations Unies, pendant qu'on lui reproche de traiter avec Cuba, du moins le pays de l'Est, il leur répond, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Nous réglons nos problèmes et nos amis sont ceux qui nous aident à régler nos problèmes. Donc moi, c'est mes maîtres. C'est pour ça que je voudrais dire que l'UPC, qui est un parti avant-gardiste, qui a une politique de sortie avant du colonialisme, aujourd'hui de l'union-colonialisme, n'a pas d'autres amis que ceux qui l'aident et qui l'accompagnent dans ce processus. Oumyobé est donc mon maître. D'accord, on va prendre l'image suivante. Pierre Balaguencourt. Pierre Balaguencourt est un frère, c'est un frère aîné. Il est le secrétaire général le mieux élu de l'UPC, mais il a fait le mandat le plus médiocre qu'on n'a jamais connu à l'UPC. C'est-à-dire, c'est un intellectuel très brillant, mais malheureusement, qui n'a pas pu mettre une administration du parti sur pied, qui a choisi d'être faible, de ne faire qu'avec les médiocres, et c'est comme ça qu'il est devenu faible. C'est pour ça qu'il ne peut pas aujourd'hui réunir dans son village natal à Makak 20 militants. Il a choisi. Mais le respect que j'ai pour l'intellectuel qu'il est, c'est que de lui dire, je pense qu'il est temps de passer la main et de ne pas s'accrocher à quelque chose qui vous a abandonné. Alors, nous allons prendre une autre image. Habiba Issa, c'est une camarade du parti, c'est d'ailleurs la présidente. Elle a une particularité de vous montrer une face de faible, mais c'est comme toutes les femmes, elle est à l'intérieur. Lorsqu'elle est élue en 2007 avec Balaguel, on pense, et moi avec, il faut le reconnaître, que c'était un faire-valoir, c'est une coloration qu'on va mettre. Elle va nous montrer plus tard qu'elle est véritablement une femme politique. C'est une bête politique pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Alors, on va continuer avec d'autres images. Le ministre Atangandi. Bon. Je vais être clair. Hein. C'est un homme que j'ai détesté pendant très longtemps. Détesté. Parce que j'estime qu'il s'est mêlé des affaires de l'UPC qui ne le regardaient pas. Mais nous avons eu la chance d'être reçus par Atangandi, le ministre des Minettes, qui nous a dit pourquoi il a posé cet acte. Et nous a dit qu'il ne voulait plus avoir de problème avec l'UPC parce qu'il avait du respect pour l'UPC. Oui. Il estimait d'ailleurs que l'UPC n'est pas notre propriété et qu'il lui aussi était UPC de sa façon. Maintenant, j'ai eu l'occasion de nous montrer qu'il est UPC de sa façon. Ça veut dire que de l'ennemi inconnu, parce que moi je pensais que le UPC ne le savait même pas, hier, je le prends comme ministre de la République, à qui je demande d'être juste dans la gestion des affaires de la République et beaucoup plus sérieux et juste dans les affaires de l'UPC. Alors, on va prendre une autre image. Arrête Ekwe. C'est une camarade pour qui j'ai beaucoup de respect, qui pour moi est l'une des images fortes de ce que nous avons encore comme UPCistes au Cameroun. Et maintenant, les reproches que j'aurai à lui faire, ce sera par la télé, je lui dirai à moi le moment venu. Mais elle est restée une image forte du mouvement UPCiste. Oui, elle a beaucoup travaillé aussi avec les progressistes, il faut le rappeler. Elle est une image forte du mouvement UPCiste. Si les progressions UPCistes, elle est une image forte des progressistes également. Voilà, nous allons prendre une autre image. Ah, Monsieur le Président. Vous savez, les UPCistes, avant sa nomination par le chef de l'État, étaient de ceux qui pensaient qu'il fallait refuser toute nomination venant d'un pouvoir autre que celui de l'UPCiste. Pebo, c'était un UPCiste pur. Je suis pas le premier, hein. Je suis de ceux qui l'ont félicité lorsqu'il a été promu au poste de la Commission des droits de l'homme et des libertés, je crois. Il y est par le mérite, et j'estime pour ma part que les UPCistes doivent suivre son exemple. C'est-à-dire quoi son exemple? Servir la République là où vous êtes appelé avec un brin d'UPCisme. Alors, on va prendre l'image suivante. Madame Alice Sadio. Alice Sadio, c'est une nationaliste de sa façon. Je pense qu'à force, elle est une femme libre. Et c'est pour ça que je ressemble à quelqu'un d'isolé
qui n'est pas dans le mouvement. Elle n'est ni dans le mouvement du pouvoir, ni dans le mouvement de l'opposition, parce qu'elle est républicaine. Alice Adjo estime, un peu comme moi, que le Cameroun passe avant tous nos partis politiques et avant nous-mêmes. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je pense pour ma part qu'elle devrait être de la cuvée des nouveaux UPCistes pour gérer le rassemblement de demain, parce qu'elle est du courant UPCiste également. D'accord. J'espère qu'elle aura bien suivi. On va prendre une autre image. Cabral Libi. Cabral Libi c'était un jeune. La particularité avec moi, c'est que c'est mon neveu. C'est-à-dire sa mère est de ma famille nucléaire. Nous avons beaucoup de choses familiales en partage. Mais je le soupçonne d'avoir comploté contre l'UPC et je souhaite qu'il en paye le prix. Maintenant, s'il ne l'a pas fait, il aura l'occasion de nous prouver le contraire. Parce que je rappelle qu'en 2020, nous avons siégé parce que à l'époque qu'il confessait son UPCisme, du moins face à moi, je pensais qu'on devrait construire le grand mouvement UPCiste avec lui. L'occasion lui a encore donné. Mais s'il pense qu'il va bâtir le PCRN sur les centres de l'UPC, il se trompe parce que l'UPC est comme un roseau qui rompt, qui plie, mais qui ne rompt jamais. D'accord, et on va prendre la dernière image. Ah, la dernière. Paul Biya. Son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Évidemment, c'est le chef de l'État, ça s'impose à nous, c'est une institution. Maintenant, si vous voulez que je fasse un commentaire, le président Paul Biya, j'ai essayé, on dit au quartier, de le scanner. J'ai compris que c'est un homme dont nous avons honte de parler des exploits, il faut le dire ici. Hein. Nous qui pensons que le Cameroun va se libérer, nous avons quelqu'un qui a commencé à le faire. Malheureusement, comme nous ne l'avons pas élu, on ne fait pas attention à ses actes positifs. C'est pour ça que je voudrais rappeler aujourd'hui que c'est celui-là même qui n'a pas renouvelé les accords de coopération tutélaire avec la puissance colonisatrice ou tutélaire, il faut le dire ici. C'est celui-là qui a bravé la préférence française. C'est celui-là qui a dit en 87 ou 89 que le Cameroun n'a chasse de personnes, donc qui a diversifié la coopération internationale. Et je pense qu'au moins pour ça, sur le plan institutionnel, il faut le lui reconnaître, il a fait des pas. Même si sur le plan économique, c'est un échec, nous avons le devoir de l'accompagner aujourd'hui de manière qu'il sorte de la vie politique. C'est un homme qui a servi le Cameroun depuis 1962. Je pense qu'il mérite qu'on le lui reconnaisse, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais le président de la République mérite du respect des uns et des autres. Voilà, on a fini avec la phase image et personnalité. Alors, on va un peu parler de l'opposition au Cameroun. On ne va pas vous laisser partir quand même sans parler de l'opposition. On sait que l'Assemblée nationale a réuni 16 députés du SDF, de l'UDC, du PCRN, de l'UMS pour créer un groupe parlementaire. Aujourd'hui, on voit l'opposition quelque part un peu avec cette coalition qui justement ne donne pas confiance quelque part à l'opinion publique. Maintenant, il faut faire la différence entre les partis autres que celui au pouvoir, ou ceux au pouvoir, proche du pouvoir, avec l'opposition. D'accord. On peut ne pas être militant du RDPC sans être dans l'opposition. Il faut faire la différence. D'accord. Moi, je considère ces partis comme étant ceux de l'opposition, je leur concède, parce qu'ils le proclament. Maintenant, l'opposition ne se reconnaît pas par la proclamation, c'est pas les actes. Maintenant, les actes doivent être encadrés par la loi. Lorsque vous faites quelque chose en sachant que ça marchera pas, ça ne sert à rien. Vous trompez le peuple, vous trompez, parce que le peuple n'est pas dupe. Tout le monde sait que dans tous les pays du monde, un groupe parlementaire est lié à un parti qui peut s'apparenter à d'autres militants, à d'autres députés d'autres partis. Donc l'acte qui a été posé à l'Assemblée en voulant créer un groupe transpartisan, d'accord, c'est complètement en marge du règlement intérieur de la loi camerounaise. Pour moi, j'étais du buzz. Mais ce n'est pas ça le plus important. Vous savez, la communication politique intègre et le mensonge et le faire valoir et plein de choses. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'opposition camerounaise a mal à sa vie pour la simple raison que la plupart des militants des partis de l'opposition, des chefs de parti, sont des anciens militants du parti au pouvoir et qui, pour moi, sont dans la dissidence du parti au pouvoir, mais pas dans l'opposition. Je fais la différence. C'est comme les enfants de la polygamie. Ils ne sont pas d'accord entre eux et viennent nous dire qu'ils ne sont plus d'accord. Nous, ça ne nous intéresse pas. La plupart de ces partis politiques font la dissidence par rapport au président de la République parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte ou parce qu'ils ne sont pas sentis à l'aise dans le parti au pouvoir. Je ne pourrais pas en citer. Ndamdjea, Frundi, chacun était au parti au pouvoir. Oui. Maintenant, quand ça ne marche pas, on vient. Le seul parti véritablement d'opposition, pas l'opposition aux hommes, mais au système gouvernant qui gère le Cameroun depuis 1957, c'est l'Union des populations du Cameroun et ses partis apparentés.
quand je dis Union Population du Cameroun, ce n'est pas le parti, la mécanique politique, c'est l'esprit. Donc, vous ne parlez pas de position, j'en parle parce que vous en parlez également, mais j'ai dit, tant qu'on n'aura pas reconnu... Il faut bien en parler, M. Niak. Aujourd'hui, l'UPCA fait partie tant qu'on n'aura pas reconnu à l'UPC sa position réelle de véritable opposition et d'alternative au pouvoir en place, nous perdons le temps. D'accord. Tant que les gens pensent, parce que malheureusement c'est le cas de certains partis que je ne voudrais pas citer ici, qui pensent qu'ils vont récupérer de façon un peu gentille et quelquefois brutale pour les autres la politique de l'UPC, les discours de l'UPC, pour tuer l'UPC et en vivre, ils perdent le temps. Je dis, si nous voulons avoir une alternative plausible, efficace et ponctuelle et pertinente au pouvoir en place, il faut donner à l'UPC la place qu'il mérite, de manière que l'UPC reprenne le flambeau. Et ceux qui pensent que nous qui sommes à la tête de l'UPC, nous ne méritons pas qu'ils viennent nous remplacer. Mais la machine, la mécanique politique qui seule représente l'alternative au pouvoir en place, parce que la vraie opposition depuis 57, depuis 48, qui a préparé l'arrivée au pouvoir, qui a formé les Camerounais, qui entend continuer à le faire, c'est l'UPC. L'UPC pas comme parti politique, mais comme mouvement idéologique et mouvement politique. C'est la seule façon. Tant que les gens vont se battre l'UPC pour croire en vivre, ils vont se tromper. Et malheureusement, en se trompant, ils vont perpétuer le système actuel. Et tant pis pour le Cameroun. Alors, on va lire notre message. Comment allez-vous faire pour présenter des listes électorales aux prochaines élections législatives et municipales? On va faire ce qu'on doit faire. Ça veut dire que la loi dit que les partis s'administrent librement. L'UPC tiendra son congrès. Parce que je rappelle que Minat est au courant du fait qu'il y a eu un sursis pour le rassemblement très familial du 11 septembre passé. Le ministre sait également qu'un congrès se prépare, il a été saisi à cet effet. Lorsque l'UPC tiendra son congrès, nous estimons que nous sommes je dis pas si, nous sommes en République, et le MINET n'aura pas de souci avec eux de prendre acte des changements internes de l'UPC en termes de direction. Et en ce moment-là, tout le monde sait ce qu'il faut pour être dirigeant d'un parti, et le parti va s'agir d'investir, du moins de signer, parce qu'à l'UPC, le parti n'investit pas. La base politique choisit ses candidats, le parti en prend acte et signe leur investiture pour qu'on aille. Donc il n'y a pas de magie à faire. Mais je peux comprendre que le président de 2020 soit dans la tête des militants. Je peux les rassurer que le tribunal s'étant prononcé, plus jamais ça au Cameroun. Le fameux comité directeur qui vous nomme a-t-il eu un récépissé? Nous connaissons que cela est de votre coutume, car vous avez fait la même chose après le congrès de 2017. C'est une mauvaise lecture de la loi, je rappelle. Que nous sommes sous le régime de la déclaration. Et la loi dit que lorsque vous déclarez votre réunion, parce qu'elle est publique, vous devez obtenir immédiatement le récépissé. Le récépissé n'est pas une lettre. La simple décharge est un récépissé. La loi dit, en l'absence d'une interdiction, la réunion se tient légalement. J'espère pour ma part que ceux qui sont chargés de gérer ces dossiers le savent. Que nous avons tenu un comité directeur qui a été déclaré et nous n'avons reçu aucune interdiction. On dit, vous marcherez sur le cadavre de Bappo Lipo alors? Oh, je ne souhaite pas qu'il meure. Si ma vie dépend, si l'UPC dépendait seulement de Bappo Lipo, je dirais qu'on le prendrait, on le mettrait avec nous pour qu'on marche pour le prochain congrès. Alors, je vais vous poser une dernière question parce que nous arrivons, le temps nous est imparti. Quelle serait justement la solution pour qu'on puisse avoir aujourd'hui une opposition unie, uniforme? Moi, je ne crois pas à l'opposition unie. Parce qu'autant je suis contre le parti unique au pouvoir, autant je suis contre le parti unique de l'opposition. Je crois plutôt en la révision du système électoral qui permette que le président de la République soit élu, d'abord tous les autres. Il y a plusieurs partis justement qui à la majorité absolue. Ça veut dire que si nous avons un vote à 2 tours, on aura 2 candidats au présidentiel qui vont sortir du lot. Et les alliances politiques vont se faire de manière que celui qui va gérer le Cameroun soit le représentant de la majorité. Mais quand tu as pensé à l'unité de l'opposition, moi je n'y crois pas. Je n'en veux même pas. Je dis, il n'est pas question d'avoir un parti unique au pouvoir ou un parti unique de l'opposition. Il faut qu'on fasse le système électoral de manière que la majorité décide le moment venu. Alors un dernier mot concernant le prochain congrès. Lequel? Le vôtre. Le congrès se prépare, il m'a participé à en parler. Je pense que le président Nana a été désigné lors d'un comité directeur avec la signature de Balaguer Côte et d'Habib Aïssa et de nous autres. Je pense que c'est la personne la plus indiquée pour en parler. Moi, je suis à côté. Je ne voudrais pas que demain, on me reproche d'avoir fait exactement ce que je reproche à Balaguer. Ce que je reproche à Balaguer, c'est d'avoir organisé un congrès sans droit, sans qualité. Il ne m'appartient pas de parler de l'organisation du congrès. Je gère les affaires qu'on jusqu'au congrès. La commission centrale d'organisation du congrès s'occupe de l'organisation du congrès.
D'accord. Bah écoutez, nous arrivons donc au terme de cette émission. Les messages de fond qui arrivent, on lira certainement les messages et on va les faire transférer à Monsieur Niak Niak. Avant de partir, vous savez, nous avons une tradition ici. On sait que vous êtes Bassa, c'est ça. Je sais pas de quelle région. Vous allez nous parler, dire un mot en votre dialecte pour que peut-être les téléspectateurs puissent écouter, et ceux de chez vous aussi. Madame, je dirais aucun mot en ma langue maternelle. Je suis un républicain. La République, c'est 2 langues. Oui. L'anglais et ou le français. D'ici qu'on adopte une langue nationale avec laquelle on communique, je refuse de parler ma langue, je refuse de nivellement par le bas. Je parle aux Camerounais, à tous les Camerounais en la langue qu'ils comprennent. Le Bassa est une langue qui est la mienne, mais je m'adresse pas ce soir au Bassa, je m'adresse au peuple camerounais. Le respect que je leur dois m'interdit de parler ma langue maternelle sur votre vous serez le premier Camerounais peut-être à vouloir passer à cette émission et avoir dérogé à cette tradition, mais c'est pas grave. Néanmoins, nous avons reçu. Merci d'être passé chez nous aussi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler. On espère que l'UPC ne sera plus divisé aussi. Hein? Non, je n'ai pas la prétention. Je vous ai dit que la constitution de l'UPC est comme celle du Cameroun. C'est un construit permanent. Je commence, nous commençons, les autres vont venir et certainement dans 100 ans on en parlera encore. C'est comme l'unité du Cameroun. D'accord. Rassurez-vous que le problème du nord et du sud-ouest n'a pas commencé hier, il finira pas demain. On va continuer à en parler. Le plus important, c'est que l'UPC a retenu comme mode de règlement de ces conflits le dialogue permanent. Pas le dialogue événementiel, mais le dialogue franc et sincère entre ceux qui se considèrent comme Camerounais et ceux qui le sont effectivement. Le dialogue franc et sincère, c'est avec ces mots qu'on termine. C'est aussi ça la démocratie. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être sur Info TV. Restez des nôtres pour la suite des programmes. On dit merci à Ben Bass, à toute l'équipe technique. Merci à la supervision générale de Neven qui nous écoute attentivement. Soyez sages. On vous dit bonne soirée et puis restez des nôtres sur la chaîne de proximité pour le vivre ensemble.